Dégage de là !» Ses paumes se sont écrasées sur la poitrine de l'infirmière comme un bélier lancé à pleine force. Le docteur Brice Harmon a empoigné Rachel Dunn par le col de sa blouse, l'a soulevée du sol et l'a projetée contre le chariot d'instruments en acier avec une telle violence que le fracas a résonné dans chaque recoin du service des urgences. « Dégage de là !» a-t-il craché tandis que le corps de la jeune femme heurtait le carrelage, les outils chirurgicaux s'abattant autour d'elle comme des éclats d'obus. Un filet de sang coulait de sa lèvre fendue. 30 personnes ont vu la scène. Personne n'a bougé. Personne n'a ouvert la bouche. Rachel gisait sur le sol glacé, ensanglantée, humiliée, anéantie. Mais pas une seule âme dans cet hôpital ne connaissait la vérité. Pas une seule ne savait que cette femme silencieuse, en train de saigner sur leur carrelage, avait jadis éliminé 12 hommes dans l'obscurité pour sauver un évicile qu'on était précisément en train de charger dans une ambulance filant droit vers ces mêmes urgences. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Vous allez vouloir rester jusqu'au bout, croyez-moi, car ce qui arrive au docteur Harmon, ce qui arrive à Rachel, va transformer à jamais votre regard sur chaque personne discrète que vous avez un jour sous-estimée. Laissez un commentaire tout de suite. Dites-moi depuis quelle ville vous nous regardez. Je veux mesurer jusqu'où cette histoire peut voyager. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Première partie. Les néons du service des urgences de l'hôpital Saint-Clair grésillaient, comme chaque vendredi soir. Ce bourdonnement électrique sourd qui vous vrille les dents après 12 heures de garde. Rachel Dunn était debout depuis 6 heures du matin, 18 heures d'affilée. Sa troisième double garde de la semaine parce que 2 infirmières avaient démissionné et que personne ne se bousculait pour les remplacer. Pas à Saint-Clair, pas dans ce quartier. Elle vérifiait la perfusion du lit numéro 7 quand la voix lui étant parvenue depuis le couloir. Le docteur Brice Harmon. On l'entendait toujours avant de le voir. Ce timbre tranchant, autoritaire, qui faisait tressaillir les internes et disperser les résidents. Qui a préparé cette baie, bon sang? On a un trauma de niveau 1 ici, pas une kermesse de quartier. Rachel n'a pas levé les yeux. Elle avait appris depuis longtemps que la meilleure façon de survivre au docteur Harmon, c'était de se rendre invisible, de se faire toute petite, silencieuse, simple élément du décor parmi les appareils de la salle. Elle a fini de régler le débit, inscrit ses notes sur le dossier et s'est écartée. Mais pas assez. Les portes battantes ont volé. Des ambulanciers ont surgi avec un brancard, un ouvrier du bâtiment avec une tige d'acier plantée dans l'abdomen, hurlant si fort que son cri a transpercé le chaos comme une sirène. Le docteur Harmon s'est élancé, aboyant déjà ses ordres. « Il me faut un kit de voie centrale, 2 unités de O négatif et que quelqu'un m'apporte un plateau chirurgical, bon sang. » Rachel était déjà en mouvement. Le kit était dans ses mains avant qu'il n'ait terminé sa phrase. Elle travaillait aux urgences traumatologiques depuis assez longtemps pour anticiper, pour déchiffrer une salle comme un champ de bataille. Elle s'est avancée vers le brancard, se positionnant exactement là où le chirurgien aurait besoin d'elle. C'est à cet instant que tout a basculé. Le docteur Harmon s'est retourné, l'a vue plantée là et son visage s'est tordu, en une expression laide, mauvaise. Il n'a pas ralenti. Il n'a pas dit « pardon ». Il l'a agrippée par le devant de sa blouse d'une seule main et l'a poussée violemment. « Dégage, tu me gênes !» La force du choc l'a propulsé en arrière. Sa hanche a heurté le bord du chariot métallique. Le plateau d'instruments s'est écrasé au sol dans un vacarme qui a suspendu la respiration de chaque personne présente pendant une demi-seconde. Rachel a touché le sol. Sa paume a claqué contre le carrelage. Une douleur aiguë a fusé dans son poignet droit. Le silence s'est abattu sur la salle. Ce silence horrible, lâche, celui où tout le monde a vu et où personne ne fait absolument rien. Le docteur Glenn Alcott, le médecin de garde de l'autre côté de la pièce, a baissé les yeux sur sa planchette. L'infirmière Mira Kapoor, amie de Rachel depuis 3 ans, a détourné le regard et s'est absorbée dans un moniteur. Même les ambulanciers, 2 colosses qui auraient pu intervenir, ont simplement poussé le brancard devant Rachel comme si elle n'était qu'un ralentisseur sur la route. Rachel est restée au sol exactement 2 secondes. 2 secondes. C'est tout ce qu'elle s'est accordé. Puis elle s'est relevée, sans pleurer, sans crier, sans même frotter son poignet, bien qu'elle le sente déjà enflé. Elle a ramassé les instruments, les a replacés sur le plateau et a rejoint le chevet du patient. Le docteur Harmon ne lui a pas accordé un regard, n'a pas reconnu ce qu'il venait de faire. Il avait déjà les mains plongées dans l'abdomen de l'homme, distribuant des ordres tel un général sur un champ de bataille. Pour lui, Rachel n'existait pas. Elle n'était personne, juste un obstacle de plus entre lui et son complexe divin. Aspiration.
J'ai besoin d'aspiration, immédiatement. » Dunn tenait l'écarteur et essayait de ne pas tout gâcher pour une fois. « Oui, docteur, » a répondu Rachel. Sa voix était plate, posée, comme toujours. Elle a tenu cet écarteur pendant 45 minutes, tandis que le docteur Harmon opérait. Son poignet pulsait à chaque battement de cœur. Elle n'a pas bougé, elle n'a pas bronché. Elle l'a maintenu parfaitement immobile parce que c'est ce dont le patient avait besoin. Et Rachel Dunn avait passé sa vie entière à faire passer les besoins des autres avant sa propre douleur. Une fois l'intervention terminée et l'ouvrier stabilisé, le docteur Harmon a arraché ses gants, les a jetés par terre au lieu de les mettre dans la poubelle et il est sorti sans un mot. Pas de bon travail, pas de merci, rien. Mira s'est approchée tandis que Rachel nettoyait. Elle a posé la main sur le bras de Rachel et Rachel s'est dégagée. Pas brusquement, juste assez. « Rachel, ça va ? C'était tellement injuste. Il n'a pas le droit de te faire ça. Ça fait 2 ans qu'il fait ça, Mira. Je sais, mais cette fois, il t'a mise les mains dessus. C'est une agression. Tu pourrais le signaler. » Rachel a regardé son amie. Vraiment regardé. Le signaler à qui ? Au docteur Alcott ? Il était juste là. Il a tout vu. Tu crois qu'il va se dresser contre Harmon ? Harmon rapporte 4 millions de dollars par an en revenus chirurgicaux. Moi, je gagne 32 dollars de l'heure. Fais le calcul. Mira a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Parce que Rachel avait raison, et elle le savait toutes les deux. « Je déteste te voir encaisser comme ça, » a murmuré Mira. « Alors ne regarde pas, » a répondu Rachel. Elle a ramassé le plateau d'instruments et s'est éloignée. Dans la salle de repos, Rachel s'est assise seule à la table du coin. Celle au pied bancal que personne ne réparait jamais. Elle appuyait un sachet de glace contre son poignet en fixant le mur. La machine à café gargouillait. L'horloge égrenait ses secondes, et Rachel Dunn restait là, absorbant la douleur comme on le lui avait appris il y a très très longtemps. Elle a remué les doigts. Rien de cassé, juste une mauvaise entorse. Elle avait connu pire, tellement pire. Il y avait une cicatrice sur son épaule gauche partant de la clavicule jusqu'au milieu du dos. Elle l'a dissimulée sous sa blouse. Elle portait toujours des manches longues, même en été. Personne à Saint-Clair ne l'avait jamais vue. Personne n'avait jamais posé la question. Son téléphone a vibré. Un message de son propriétaire. Le loyer était encore en retard. Elle a balayé la notification et fermé les yeux. Voilà ce qu'était sa vie désormais. Voilà ce qu'elle avait choisi, un petit appartement au robinet qui fuit, un travail où elle était transparente, un monde où des hommes comme Brice Harmon pouvaient la brutaliser et s'en aller sans la moindre conséquence. Elle avait troqué une guerre pour une autre, et certains jours elle ne savait plus laquelle était la plus difficile à survivre. La porte de la salle de repos s'est ouverte. Le docteur Harmon est entré, marchant droit vers la machine à café. Il a aperçu Rachel et a affiché un rictus. « Dunn, vous ne devriez pas être en train de nettoyer quelque chose ?» Rachel n'a pas répondu. « Hé, je vous parle. » Il a claqué des doigts, littéralement claqué des doigts devant elle, comme si elle était un chien. « Quand je vous dis de bouger, vous bougez. C'est clair ? Je n'ai pas de temps à perdre avec du poids mort dans mon service. Ce n'est pas votre service, docteur Harmon. » Les mots sont sortis avant qu'elle puisse les retenir. Calme, posé, mais ils ont frappé comme une grenade. Le rictus de Harmon s'est effacé. Il a reposé lentement sa tasse et s'est tourné face à elle. « Qu'est-ce que vous venez de me dire ? J'ai dit que ce n'est pas votre service, c'est celui des patients. Et la dernière fois que j'ai vérifié, c'est moi qui suis ici depuis 18 heures à maintenir ces patients en vie pendant que vous arriviez 2 heures en retard parce que vous étiez à une soirée de gala. » Pendant 3 longues secondes, le docteur Brice Harmon l'a simplement dévisagé. Personne ne lui parlait ainsi. Ni les résidents, ni les titulaires, ni même le chef de chirurgie. Et voilà qu'une infirmière, cette infirmière silencieuse, effacée, insignifiante, le regardait droit dans les yeux sans ciller. « Vous avez du culot, Dunn. » Sa voix s'est descendue d'un ton, menaçante. « Vous savez ce qui arrive aux infirmières qui ont du culot ici ? Elles se retrouvent tôt mutées en permanence au service de nuit en psychiatrie. C'est ce que vous voulez ? » Rachel s'est levée lentement. Elle faisait une bonne tête de moins que lui. Elle pesait peut-être 60 kilos toute mouillée. Mais quelque chose dans sa façon de se tenir, de camper sa position, a fait reculer le docteur Brice Harmon d'un demi-pas sans même qu'il s'en rende compte. « Faites ce que vous avez à faire, docteur Harmon, » a-t-elle dit. Puis elle attend à jeter le sachet de glace à la poubelle et l'a dépassé d'assez près pour que son épaule frôle presque son bras. Il est resté planté là un instant, déstabilisé d'une manière qu'il ne parvenait pas à s'expliquer.
Puis il a chassé cette impression, s'est servi son café et s'est convaincu que ce n'était rien. Ce n'était pas rien. 2 heures plus tard, la radio a grésillé avec l'appel qui allait tout changer. Saint-Clar, ici unité médicale 7. Nous sommes en route avec un homme de 38 ans. Plaies par balles multiples au thorax et à la jambe gauche. Le patient est conscient mais son état se dégrade. Tension à 8/5 et en chute. Arrivée estimée dans 4 minutes. Attention, le patient est dédié militaire d'active. Je répète, militaire d'active. Préparez une équipe trauma complète. Le docteur Harmon a saisi la radio. Bien reçu, unité 7. Trauma en est prêt. Quel était l'état du patient? C'est un battant, doc. Il refuse la sédation. Il dit qu'il doit rester réveillé. Une histoire de mission. Harmon a levé les yeux au ciel. Formidable, un héros. Il ne manquait plus que ça. L'équipe s'est assemblée en un clin d'œil. Armand, le docteur Alcott, 2 résidents, 3 infirmières dont Rachel et Mira, alignés comme une équipe de stand au Grand Prix, chaque poste occupé, chaque outil en place. Les portes se sont ouvertes à la volée, l'homme sur le brancard était imposant. Même allongé, on le devinait. Épaules larges, bras épais, le genre de physique qui ne se forge pas en salle de sport, mais en portant des charges lourdes dans des endroits dangereux. Son visage était couvert de sang et de poussière, mais ses yeux restaient en grands ouverts, vifs, scrutant la pièce comme un prédateur balayant son territoire. Très bien, sur la table, a ordonné Harmon. Je veux les constantes, l'imagerie, et que quelqu'un me trouve son groupe sanguin immédiatement. L'équipe s'est mise en mouvement. Rachel s'est avancée pour poser la voie intraveineuse, les mains déjà assurées, la concentration totale. Elle a tendu la main vers le bras de l'homme et c'est là que c'est arrivé. L'homme sur le brancard a tourné la tête. Son regard a trouvé le visage de Rachel et quelque chose a changé. La tension dans son corps, cette rigidité de soldat en alerte permanente, s'est transformée. Ses yeux se sont écarquillés, non pas de douleur mais de reconnaissance. Rachel. Sa voix était rauque, brisée, à peine plus qu'un souffle, mais elle a fendu le vacarme des urgences comme la lame d'un couteau. Les mains de Rachel se sont figées. Pour la première fois en 2 ans à Saint-Clar, pour la première fois de mémoire collective, Rachel Dunn s'est pétrifiée. Rachel Dunn, a répété l'homme, et cette fois il y avait autre chose dans sa voix. Quelque chose qui ressemblait presque à de la vénération. Mon Dieu, c'est vraiment toi. Le docteur Harmon a jeté un regard entre les deux, agacé. Vous vous connaissez? Charmant. On peut garder les retrouvailles pour après que j'aurai empêché cet homme de se vider de son sang? Harmon a tendu la main vers la plaie, thoracique, et dans un mouvement si vif qu'il semblait impossible pour un homme percé de 3 balles, les mains du blessé ont jailli et saisi le poignet de Harmon. La poigne était de fer. Harmon a étouffé un cri et tenté de se dégager, sans succès. « Pas touche », a dit l'homme, les yeux verrouillés sur ceux de Harmon. « Ne la touchez pas. » Le visage de Harmon a blanchi. « Quoi? Je ne la touche pas. J'essaie de vous soigner. Lâchez ma main. J'ai vu ce que vous avez fait. » La voix de l'homme était sourde, grondante, comme des pierres qui s'effritent. J'étais conscient quand on m'a amené par la baie des ambulances. Les portes étaient ouvertes. Je vous ai vu la pousser violemment. Je vous ai vu poser vos mains sur elle. Un silence de mort s'est abattu sur la salle. Chaque paire d'yeux s'est tourné vers le docteur Harmon. « Je ne sais pas ce que vous croyez avoir vu », a bredouillé Harmon en essayant d'arracher son bras. « Mais je suis le chirurgien qui s'apprête à vous sauver la vie, alors je vous suggère de me lâcher. » L'homme a souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le genre de sourire qui fait dresser les poils sur la nuque. Me sauver la vie. Il a presque ri. « Mon vieux, vous n'avez aucune idée de la vie qui est en jeu ici. Et ce n'est pas la mienne. » Il a relâché le poignet de Harmon et s'est tourné vers Rachel. Le ton de sa voix a complètement changé. Plus doux à présent. Tendre même, comme s'il s'adressait à quelqu'un de sacré. « Hé, R, c'est moi, c'est Nate. Nate Sheridan. Tu te souviens ?» Rachel le fixait. Sa mâchoire était crispée. Ses yeux brillaient, mais pas une seule larme n'a coulé. Elle a dégluti une fois et hoché la tête. « Je me souviens, Nate. » Mira a regardé Rachel comme si elle la voyait pour la première fois. « Rachel, qui est cet homme ?» Rachel n'a pas répondu. Nate Sheridan, allongé sur un brancard avec 3 balles dans le corps, le sang imbibant les pansements, a balayé la salle du regard, dévisageant chaque personne présente, et a prononcé 6 mots que personne à l'hôpital Saint-Clar n'oublierait jamais. Vous ne savez pas qui elle est, le docteur Harmon a lâché un ricanement. C'est une infirmière, mon vieux. Elle est infirmière ici depuis 2 ans. Je crois qu'on sait parfaitement qui elle est. Nate a lentement tourné la tête vers Harmon. Ses yeux s'éteignaient, la perte de sang l'aspirant vers le fond. Mais une flamme y brûlait encore, perçant à travers le brouillard.
Une infirmière, a-t-il répété. Ouais, c'est une infirmière. De la même manière qu'un ouragan est une petite brise. De la même manière qu'un fusil chargé est un presse-papier. Il a toussé et du sang est apparu à la commissure de ses lèvres. Vous venez de bousculer la femme la plus dangereuse que j'ai jamais rencontrée, et j'ai servi aux côtés des meilleurs de ce pays. Alors laissez-moi vous dire une chose, docteur. Priez pour qu'elle soit plus indulgente que moi, parce que la femme que vous avez mise au sol a sorti des hommes de lieu que vous ne pouvez même pas imaginer. Et ce n'était pas avec un stéthoscope. Le moniteur s'est mis à hurler. La tension artérielle de Nate s'effondrait. Ses paupières ont vacillé. « Rachel, a-t-il murmuré en cherchant sa main, ne les laisse pas enterrer ça. Ne les laisse pas enterrer ce qu'on a fait. Promets-moi. » Rachel a pris sa main. Sa poigne était ferme. Ses yeux secs. « Je te le promets, Nate. Maintenant, tais-toi et laisse-moi te sauver la vie. » Elle a relevé les yeux vers le docteur Harmon avec une expression qui a fait reculer le chirurgien chevronné de 2 grands pas. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la rage, c'était quelque chose de bien plus terrifiant. C'était de la compétence. « Docteur Harmon, » a dit Rachel, sa voix portant une autorité que personne dans cette salle ne lui avait jamais connue. Son artère pulmonaire gauche est compromise. Si vous intervenez comme vous le prévoyez par voie antérieure, il se videra de son sang en 6 minutes. Il faut passer par une thoracotomie postéro-latérale, clamper le île d'abord, puis traiter les lésions vasculaires, et il faut le faire maintenant. La bouche de Harmon s'est ouverte. Rien n'en est sorti. Le docteur Alcott s'est avancé. « Comment pouvez-vous savoir ça? On n'a même pas encore fait l'imagerie. » Rachel n'a pas détourné les yeux de Nate. « Parce que j'ai déjà vu cette blessure 3 fois, dans des endroits où il n'y avait ni imagerie, ni bloc, ni anesthésie. Juste moi, un scalpel et une prière. Les moniteurs ont hurlé de plus belle. Les yeux de Nate se sont fermés. Rachel a regardé Harmon une dernière fois. « Vous pouvez rester planté là à me questionner, ou vous pouvez prendre un scalpel et m'aider à sauver cet homme. Mais je vous préviens, docteur, s'il meurt parce que votre ego n'a pas supporté de recevoir des instructions d'une infirmière, je ferai en sorte que chaque personne dans cet hôpital sache exactement pourquoi. » Pendant 5 battements de cœur, personne n'a bougé. Puis le docteur Glenn Alcott, l'homme qui avait détourné le regard quand Harmon avait mis Rachel au sol, a fait quelque chose que personne n'avait prévu. Il a pris une blouse chirurgicale et l'a tendue à Rachel. « Dites-nous quoi faire, » a-t-il dit. Rachel a enfilé la blouse. Elle s'est tournée vers Mira. « Procure-moi 4 unités de O négatif, un plateau de thoracotomie, et appelle le docteur Cheng en cardio. Dis-lui que c'est un protocole Sheridan. » Mira a cligné des yeux. « Un quoi ?» Elle comprendra ce que ça signifie. Vas-y maintenant. Mira a couru. Rachel s'est tournée vers les résidents. « Vous deux, j'ai besoin d'une aspiration continue et gardez le chariot d'urgence à portée de main. Quand je vous dis d'injecter l'adrénaline, vous l'injectez. Pas d'hésitation. » Ils ont hoché la tête, les yeux écarquillés. Elle s'est tournée vers Harmon en dernier. Il se tenait encore là, la main rouge à l'endroit où Nate l'avait agrippé, le visage mêlant stupeur et ce qui pouvait bien être la première lueur de peur qu'il ait ressentie en 20 ans de chirurgie. « Docteur Harmon, j'ai besoin que vous m'assistiez. »« Vous pouvez faire ça ?» Ce n'était pas vraiment une question, et tout le monde dans cette salle le savait. La mâchoire de Harmon s'est crispée. Son orgueil hurlait de reprendre le contrôle, de rappeler à cette femme qui elle était, où résidait le pouvoir. Mais les paroles de Nate Sheridan résonnaient dans son crâne. La femme la plus dangereuse que j'ai jamais rencontrée. Il a enfilé ses gants. « D'accord, » a-t-il dit entre ses dents. « Mais quand tout sera fini, vous et moi, on va avoir une conversation. » Rachel était déjà en mouvement, déjà en train de se positionner, déjà en train de sauver une vie. Elle ne lui a même pas accordé un regard quand elle a répondu « Non, docteur Harmon, il n'y aura pas de conversation. Parce que quand tout sera fini, vous comprendrez que la seule chose que vous auriez dû dire, c'était des excuses, et à ce moment-là, il sera trop tard. » Elle a posé ses mains sur le thorax de Nate, et chaque personne présente dans les urgences de l'hôpital Saint-Clair a compris à cet instant précis qu'elle n'avait jamais vraiment connu Rachel Dunn. Et la nuit ne faisait que commencer. Les mains de Rachel se mouvaient comme si elle se souvenait de quelque chose que sa bouche n'avait jamais formulé. Pas une hésitation, pas un doute. Dès qu'elle a pris position du côté gauche de Nate Sheridan, quelque chose a changé dans son corps, dans sa posture, dans la manière dont son regard s'est verrouillé sur la plaie sans plus jamais vaciller. Ce n'était plus la Rachel Dunn que Sinclair connaissait. C'était quelqu'un d'entièrement différent. « Scalpel », a-t-elle dit. Le docteur Alcott le lui a tendu sans un mot. Ses mains à lui tremblaient. Les siennes, non. Elle a pratiqué l'incision avec une précision qui a fait serrer les dents à Harmon. Nette, parfaite,
le genre de geste qu'une décennie de formation chirurgicale permet à peine de maîtriser, et elle l'a exécuté comme on signe son nom. Et Carter a-t-elle dit. Docteur Harmon, aspiration. Maintenez le champ dégagé. Ne prenez pas de retard. Harmon était resté figé une demi-seconde de plus. Une infirmière lui donnait des ordres. Une infirmière qu'il avait jetée au sol moins d'une heure plus tôt se tenait au-dessus d'une cavité thoracique ouverte, scalpel en main, commandant sa salle d'opération. Tout son être lui hurlait de reprendre le contrôle, d'arracher cette lame de ses mains et de rappeler à tous qui était le véritable chirurgien. Mais alors il a regardé ses mains, assurées, précises, se mouvant avec une aisance qu'il reconnaissait pour l'avoir lui-même poursuivi pendant 20 ans. Et pour la première fois de sa carrière, le docteur Brice Harmon a saisi le tube d'aspiration et a fait ce qu'on lui disait. Là, a dit Rachel en pointant du bout de son scalpel. Vous voyez ça ? L'artère pulmonaire gauche est déchiquetée, la balle s'est fragmentée à l'entrée. Il y a au moins 3 fragments logés dans le hile. Si on clampe ici et ici, on peut isoler l'hémorragie et gagner assez de temps pour que le docteur Chang répare le vaisseau. Le docteur Alcott s'est penché. Comment pouvez-vous voir ça sans imagerie ? On n'a même pas de scanner. Parce que j'ai travaillé sur ce type exact de blessure auparavant, a dit Rachel. 2 fois à Mazar-i-Sharif, une fois dans un endroit que je ne peux pas nommer. Projectile haute vélocité, courte portée, schéma de fragmentation caractéristique d'un 762 OTAN. La plaie d'entrée vous dit tout si vous savez quoi chercher. Alcott l'a dévisagé. Mazar-i-Sharif, vous étiez en Afghanistan ? Rachel n'a pas répondu. Elle a clampé le premier vaisseau et la tension artérielle de Nate s'est stabilisée de 2 points sur le moniteur. Elle a clampé le second et le chiffre a bondi de 5 de plus. Il se stabilise, a annoncé Mira depuis le poste de surveillance, la voix chargée d'incrédulité. Oh mon Dieu, Rachel, il se stabilise vraiment. Il n'est pas encore tiré d'affaire, a dit Rachel. Il me faut le docteur Chang ici, tout de suite. Où est-elle ? Elle se prépare au bloc, a crié l'un des résidents. 2 minutes. Il n'a pas 2 minutes. Son ventricule droit est sous contrainte. Mira injecte 20 furosémides. Alcott, préparez une péricardiosynthèse. Il y a du liquide qui s'accumule autour du cœur. Alcott a saisi une aiguille. Vous êtes le sûr ? Écoutez ces bruits cardiaques. Ils sont assourdis. Les veines jugulaires sont distendues. Triade de bec classique. Faites-le maintenant. Alcott a inséré l'aiguille et 15 cm3 de liquide sanguinolent se sont drainés du péricarde. Dès que le fluide a été évacué, la saturation en oxygène de Knight a grimpé. Son rythme cardiaque s'est régularisé. Les moniteurs ont cessé de hurler. Harmon observait tout cela avec une expression passant de l'incrédulité à quelque chose qu'il n'avait encore jamais éprouvé dans un bloc opératoire. L'insuffisance. « Où avez-vous été formé ?» a-t-il demandé, sa voix dépouillée de son arrogance habituelle, sincèrement curieux. « Où avez-vous appris à faire ça ?» Rachel ne l'a pas regardé. « Je n'ai pas été formé dans un hôpital, docteur Harmon. Alors où ?»« En enfer. » Les portes se sont ouvertes à la volée et le docteur Linda Cheng a fait irruption, déjà gantée et habillée. C'était l'une des meilleures chirurgiennes cardiothoraciques de la côte Est. Calme sous pression, brillante de ses mains, elle a s'embrassé d'un seul regard le thorax ouvert, les clans que Rachel avait posés, les valeurs stabilisées sur le moniteur, et elle s'est figée. « Qui a fait ce travail préparatoire ?» a-t-elle demandé. « C'est moi », a répondu Rachel. Le docteur Cheng l'a regardé, vraiment regardé. Puis elle a examiné le champ opératoire une nouvelle fois. C'est exemplaire, mieux qu'exemplaire. Le placement des clans sur le hill est exactement là où je les aurais mis, peut-être même mieux. Elle a marqué une pause. « Vous êtes infirmière ici ? Oui ? Non. » La voix de Nat Sheridan s'est élevée depuis la table. Faible, rauque, mais impossible à ignorer. Tout le monde s'est retourné. Ses yeux étaient entouverts. À peine, mais ouverts. Elle n'est pas qu'une infirmière. C'est grâce à elle que je suis en vie. Pas aujourd'hui, avant. Elle est la raison pour laquelle l'un d'entre nous est rentré. Nate, arrête de parler, a dit Rachel fermement. Tu vas faire lâcher les clans. Dis-leur, R. Dis-leur qui tu es. Ils méritent de savoir ce qu'ils ont devant eux. Ce qu'ils ont devant eux, c'est une infirmière qui essaie de te garder en vie. Alors ferme-la et laisse-moi travailler. Nate a ri, et le rire s'est transformé en quinte de toux projetant du sang sur le champ opératoire. La main de Rachel a jailli sur son thorax, stabilisant le clan. Elle n'a pas tressailli. Elle n'a pas réagi. Elle a simplement tout maintenu en place, comme elle l'avait toujours fait. Le docteur Chang a pris position et commencé la réparation vasculaire. Ses mains étaient rapides, sûres, élégantes,
Mais toutes les quelques secondes, elle jetait un regard à Rachel avec une expression qui disait qu'elle savait avoir devant elle quelqu'un capable de réaliser cette réparation seule. Les constantes tiennent, a rapporté Mira. Tension à 9/6, saturation en hausse, rythme cardiaque à 110, stable. Bien, a dit Rachel. Dr Chang, le fragment près du lobe inférieur. Vous le voyez? Cheng a sondé avec précaution. Oui, il est incrusté dans le parenchyme. Je peux l'extraire, mais le risque hémorragique est important. Laissez-le, a dit Rachel. Le tissu va l'encapsuler. Je l'ai déjà vu. L'extraction cause plus de dégâts que le fragment lui-même. Le corps va l'isoler en 72 heures. Chang a marqué un temps. Elle a regardé Alcott, elle a regardé Harmon, puis elle s'est tournée vers Rachel. En sauter partie-là, c'est une décision de terrain, a-t-elle dit doucement. Ce n'est pas le protocole standard. Non, a convenu Rachel, ce ne l'est pas. Mais le protocole standard a été écrit pour des situations standards, et rien dans la vie de cet homme n'a jamais été standard. Chang a hoché lentement la tête. On le laisse, fermons. La réparation a pris encore 40 minutes. Le docteur Chang s'est chargé du travail vasculaire. Rachel a géré tout le reste, dictant les instructions, ajustant les médicaments, surveillant les constantes avec un instinct qui dépassait la simple formation. Elle a anticipé chaque complication avant qu'elle ne survienne. Quand le cœur de Nate a eu un raté à la 30e minute, elle avait le défibrillateur chargé avant même que quiconque n'ait remarqué le changement sur le moniteur. « On dégage », a-t-elle dit, et elle l'a choqué elle-même, une impulsion. Son cœur a repris. Rythme restauré. Harmon se tenait là, tube d'aspiration en main, regardant une infirmière diriger une réanimation cardiaque avec plus de sang-froid qu'il n'en avait jamais montré dans ses meilleurs moments. Et quelque chose s'est fissuré en lui. Pas encore brisé, mais fissuré. Quand ils ont enfin refermé le thorax de Nate et que les moniteurs se sont stabilisés en un rythme régulier, la salle entière a expiré. Mira s'est laissée tomber sur un tabouret et a enfoui son visage dans ses mains. L'un des résidents s'est adossé au mur et a fermé les yeux. Le docteur Alcott a retiré ses gants et s'est immobilisé, contemplant Rachel comme s'il voyait des couleurs pour la première fois. Rachel a ôté ses gants, vérifié une dernière fois les drains de Nate et s'est dirigée vers la sortie. « Dunn !» La voix de Harmon l'a arrêtée à la porte. Elle s'est retournée. Il se tenait de l'autre côté de la salle, encore en blouse chirurgicale, agrippant encore le tube d'aspiration qu'on lui avait attribué comme à un étudiant de première année. Son visage était crispé. Son orgueil était un mur dont elle pouvait voir les bords s'effriter. « Où avez-vous servi ?» a-t-il demandé. « C'est classifié, docteur Harmon. »« Classifié ? Vous êtes infirmière dans un hôpital municipal. Qu'est-ce que ça veut dire, classifié ?» Rachel l'a regardé comme une enseignante regarde un enfant qui n'a pas compris la leçon. Patiente, lasse, un peu triste. Ça veut dire que les endroits où j'ai été et les choses que j'ai faites sont protégés par le gouvernement des États-Unis. Ça veut dire que les gens avec qui j'ai servi opèrent dedans des ombres que vous ne verrez jamais. Et ça veut dire que la femme que vous avez jetée au sol ce soir a maintenu des hommes en vie à main nue dans des lieux où l'hôpital le plus proche était à 400 km et où la seule anesthésie, c'était une ceinture à mordre. Elle a marqué une pause. Alors quand vous me demandez où j'ai été formé, docteur Harmon, la réponse est « partout et nulle part où vous survivriez ». Elle est sortie. Le couloir était désert. Les néons bourdonnaient au-dessus de sa tête. Rachel a fait exactement 12 pas avant que ses jambes ne lâchent. Elle s'est rattrapée au mur, a glissé jusqu'au sol et a pressé son front contre ses genoux. Ses mains si calmes, si impossiblement stables, se sont enfin mises à trembler. Elle va en rester ainsi près d'une minute, respirant, contrôlant, compartimentant, faisant ce qu'on lui avait appris à faire dans des endroits où craquer signifiait mourir. Puis elle a entendu des pas. Lent, délibéré, ni la cadence pressée d'une infirmière, ni la démarche arrogante d'un chirurgien. Des bottes militaires sur du carrelage d'hôpital. Elle a levé les yeux. Un homme se tenait au bout du couloir. Il portait des vêtements civils, mais tout en lui criait l'armée. La posture, la coupe de cheveux, la façon dont son regard a balayé le corridor avant de se poser sur elle. Il était plus âgé que Nate, dans les 50 ans peut-être, avec du gris aux tempes et une cicatrice courant de son oreille droite à sa mâchoire. « Rachel Dunn », a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Rachel s'est levée lentement. Ses mains ont cessé de trembler. « Commandant Faulkner, ça fait 4 ans, Rachel, pas assez longtemps. » Il a marché vers elle et s'est arrêté à environ 2 mètres. Assez près pour parler, assez loin pour respecter la distance qu'elle avait construite entre elle et cette vie.
Nate m'a appelé depuis l'ambulance, a dit Faulkner avant de perdre connaissance. Il m'a dit qu'il t'avait retrouvé. Il ne m'a pas retrouvé. Il s'est fait tirer dessus et on l'a amené ici par hasard. Rien n'arrive par hasard dans notre monde, Rachel. Tu le sais. Je ne suis plus dans votre monde, commandant. J'ai quitté le service. J'ai signé ma décharge. J'ai les papiers pour le prouver. Faulkner a plongé la main dans sa veste et en a sorti une feuille pliée. Il la lui a tendue. Rachel ne l'a pas prise. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé. Nate n'a pas été abattu lors d'un braquage, Rachel. Ce n'était pas un tir croisé ni une balle perdue, c'était un tir ciblé. Quelqu'un lui a mis 3 balles dans le corps en plein sol américain, à 6 pâtés de maison de cet hôpital. Et les responsables sont toujours dehors. Le visage de Rachel n'a pas changé, mais ses yeux, oui. Quelque chose s'y est rallumé derrière. Quelque chose d'ancien et de dangereux qu'elle avait passé 4 ans à tenter d'enfouir. « Ce n'est plus mon affaire », a-t-elle dit. « Ça le devient si ces gens savent que tu es ici. » Faulkner a déplié la feuille et l'a tournée vers elle. Ceci a été trouvé sur l'un des tireurs que Nate a neutralisé avant d'être touché. C'est une liste, Rachel. 4 noms. Le nom de Nate y figure, le tien aussi. Rachel a regardé la feuille. Elle a lu les noms. Son expression est restée parfaitement neutre, mais sa main droite s'est refermée en un poing si serré que ses articulations ont blanchi. « Quand » a-t-elle demandé. « On ne sait pas. Ça peut être dans quelques heures, comme dans quelques minutes. C'est pour ça que je suis là. Il faut te déplacer. Je ne quitte pas cet hôpital. Nate est en post-opératoire. Il est vulnérable. S'ils savent qu'il est ici, ils viendront le chercher. Rachel, écoute-moi. Tu as tourné le dos à cette vie. C'était ton choix, et je l'ai respecté. Mais ce n'est plus un choix. Ces gens ont ton nom. Ils ont ta localisation. Et ils ont les moyens de frapper un hôpital. Alors qu'ils viennent, a dit Rachel. Faulkner l'a dévisagé. Tu ne penses pas ce que tu dis. J'ai 43 patients à cet étage en ce moment, commandant. 12 sont en état critique. L'un d'eux est Nate. Je ne vais pas abandonner ces gens sans défense parce que quelqu'un a inscrit mon nom sur un bout de papier. J'ai figuré sur des listes bien pires que celle-ci. Rachel, ce ne sont pas des insurgés armés de Kalachnikov. C'est une unité professionnelle, bien financée, bien entraînée. Ils ont neutralisé 2 de nos meilleurs opérateurs avant d'arriver à Nate. Ces gens ne plaisantent pas. Moi non plus. Les mots sont restés suspendus dans le couloir vide, telle une déclaration de guerre. Faulkner l'a observé longuement. Puis il a fait quelque chose auquel Rachel ne s'attendait pas. Il a souri. Pas un sourire heureux, un sourire triste. Celui qu'on adresse à quelqu'un qu'on aime et qu'on regarde retourner dans les flammes. « Tu n'as pas changé », a-t-il dit. « J'ai changé du tout au tout », a répondu Rachel. « Simplement, je ne suis pas devenu plus faible. » Faulkner a sorti un téléphone de sa poche. « Je vais faire venir une équipe de sécurité. 4 hommes, ils seront là dans 20 minutes. D'ici là, reste en alerte. Si quelque chose semble anormal, si quelqu'un franchit ces portes sans raison d'y être, appelle-moi immédiatement. Je n'ai pas besoin d'une équipe de sécurité, commandant. Ce n'est pas pour toi, Rachel. C'est pour tous les autres dans ce bâtiment. » Il a fait demi-tour et s'est éloigné dans le couloir. Au tournant, il s'est arrêté. Encore une chose. L'homme qui a tiré sur Nate, on a récupéré une identification partielle. La piste mène à un sous-traitant militaire privé appelé Cerber Solutions. Ce nom te dit quelque chose ? Le visage de Rachel a blêmi. Pour la première fois de la nuit, une peur authentique a traversé ses traits. L'espace d'une seconde seulement, mais Faulkner l'a capté. « Cerber » a-t-elle murmuré. « Tu les connais ? Je les ai détruits il y a 3 ans. J'ai réduit leur opération en cendres à Aden. J'ai tué leur chef d'équipe de mes propres mains. Ils étaient censés être anéantis. Apparemment, ils se sont reconstruits. C'est impossible, j'ai tout détruit. Les dossiers, le financement, l'infrastructure, il ne restait rien. Il reste toujours quelque chose, Rachel. C'est toi qui me l'as appris. » Il a disparu au coin du couloir, et Rachel est restée seule dans le couloir avec une vérité qu'elle fuyait depuis 4 ans. Le passé n'en avait pas fini avec elle. Il l'avait suivie par-delà les océans, par-delà les années, par-delà toute une identité bâtie sur le silence et l'invisibilité. Il l'avait traquée jusqu'à un hôpital municipal, où elle changeait des bassins hygiéniques, encaissait les abus de chirurgiens arrogants et faisait semblant d'être quelqu'un d'insignifiant. Et maintenant, il franchissait la porte. Elle est retournée aux urgences. L'équipe nettoyait après l'intervention de Nate. Mira remplissait des dossiers. Alcott examinait un autre patient. Harmon était assis dans un coin, toujours en blouse chirurgicale, le regard dans le vide. Rachel les a tous dépassés et s'est dirigée droit vers la baie de réveil de Nate. Il était intubé, sous sédation, les machines respirant à sa place.
Elle a tiré une chaise à son chevet et s'est assise. Elle a pris sa main. La même main qui avait saisi le poignet de Harmon. La même main qui s'était battue aux côtés de la sienne dans des lieux dont le monde n'entendrait jamais parler. « Tu aurais dû rester caché, Nate », a-t-elle murmuré. « Tu aurais dû les laisser te croire mort. » Les moniteurs bipaient régulièrement. Nate n'a pas répondu. « Cerberus est de retour », a-t-elle dit, si bas que même les machines ne pouvaient en entendre. « Ils savent où je suis. » « Ils savent tout tuer, et ils arrivent. » Elle a serré sa main une fois, puis l'a relâchée. Elle s'est levée, a ajusté sa blouse et s'est dirigée vers la fenêtre au bout du service. La ville s'étalait en contrebas, ses lumières clignotant dans l'obscurité comme des braises éparpillées. Rachel a fixé la nuit et pris une décision. Elle ne fuirait pas, elle ne se cacherait pas, elle ferait ce qu'elle avait toujours fait quand la mort frappait à la porte. Elle irait ouvrir, et que Dieu vienne en aide à quiconque se trouverait de l'autre côté. 23h47. Il restait à Rachel exactement 13 minutes avant que tout ne bascule. Elle ne le savait pas encore. Debout à la fenêtre, elle scrutait les lumières de la ville en faisant tourner les calculs dans sa tête. Cerbère avait frappé Nat aux alentours de 20h15 à 6 pâtés de maison à l'est. L'ambulance avait mis 11 minutes pour l'amener ici. Ce qui signifiait que Cerbère savait dans quel hôpital il avait été transporté avant même que les ambulanciers ne l'aient enchargé sur le brancard. Il disposait de scanners, de contacts, de ressources que la plupart des gouvernements leur enviraient, et ils avaient le nom de Rachel sur une liste. Rachel s'est détournée de la fenêtre et a traversé le service. Ses yeux se déplaçaient indifféremment à présent. Plus comme une infirmière vérifiant ses patients, comme un soldat nettoyant un bâtiment. Chaque embrasure de porte, chaque intersection de couloir, chaque angle mort. Elle les a tous répertoriés en quelques secondes, de la façon dont on le lui avait enseigné avant que la plupart des gens ici n'aient qu'un temps à terminer leurs études de médecine. Elle a trouvé Mira au poste infirmier en train de finir ses dossiers. « Mira, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, et j'ai besoin que tu ne poses pas de questions. » Mira a levé les yeux. Quelque chose dans la voix de Rachel a fait cesser le mouvement de son stylo. « Qu'est-ce qu'il y a ? Verrouille l'escalier S. Dis à la sécurité qu'il y a un problème de maintenance, une fuite d'eau, n'importe quoi. Fais juste condamner cette porte. Ensuite, déplace tous les patients mobiles du premier étage vers le troisième. Dis-leur que c'est pour un exercice incendie prévu. Rachel, il est presque minuit. On ne peut pas faire un exercice incendie à minuit. Mira. Rachel s'est penchée plus près. Sa voix est tombée à un souffle à peine perceptible. Des gens vont venir dans cet hôpital cette nuit. Des gens dangereux. Et ce n'est pas pour se faire soigner. J'ai besoin que tu me fasses confiance maintenant, comme tu m'as fait confiance pendant 3 ans. Tu peux faire ça ? Le visage de Mira a blêmi. Ses yeux ont fouillé ceux de Rachel, cherchant un signe que c'était une blague, une farce, n'importe quoi sauf ce que ça semblait être. Elle n'y a trouvé qu'un sérieux de mort. Oh mon Dieu, Rachel, on devrait appeler la police ? La police ne peut pas gérer ça. Pas à temps. Fais juste ce que je t'ai demandé, s'il te plaît. Mira s'est levée si brusquement que sa chaise a roulé en arrière et heurté le mur. Elle a attrapé son badge et s'est dirigée vers l'escalier est sans un mot de plus. Rachel a sorti le téléphone que le commandant Faulkner avait glissé dans sa poche en passant près d'elle dans le couloir. Elle ne l'avait pas mentionné. Vieilles habitudes, elle a composé le numéro. Faulkner a décroché à la première sonnerie. « Parlez. À combien de temps est votre équipe de sécurité ? 15 minutes, peut-être 12. C'est trop long. Je dois savoir ce dont je dispose à l'intérieur de ce bâtiment. Combien de sorties ? 7, 4 au rez-de-chaussée, 2 sorties de secours à l'est et à l'ouest, et la baie des ambulances. Vous pouvez envoyer quelqu'un à la baie des ambulances ? C'est le point d'entrée le plus probable. Ouverte 24 heures sur 24, sécurité minimale, accès direct aux urgences et au bloc chirurgical. Je redirige 2 de mes hommes. Ils seront là dans 8 minutes. 8 minutes, c'est une éternité, commandant. Alors gardez tout le monde en vie pendant 8 minutes, Rachel. Vous avez fait davantage avec moins. Elle a raccroché. 8 minutes. Elle pouvait travailler avec 8 minutes. Elle avait un jour tenu une position pendant 6 heures avec une radio en panne et un chargeur à moitié vide. Alors 8 minutes dans un hôpital, ça devrait être une promenade de santé. En théorie, 23h51. Rachel est entrée dans la réserve attenante au couloir principal des urgences. Elle a fermé la porte derrière elle et s'est tenue dans le noir pendant 3 secondes, le temps que ses yeux s'adaptent. Puis elle s'est mise en mouvement. Elle a attrapé 2 rouleaux de sparadrap chirurgical, une paire de ciseaux à usage intensif et 3 flacons d'alcool isopropylique.
Sur l'étagère du bas, elle a décroché l'extincteur de son support. Elle a soupesé l'objet. Lourd, solide, en acier. Il ferait l'affaire. Elle a fixé les ciseaux à la face interne de son avant-bras gauche avec du sparadrap, lame vers le haut, dissimulée sous sa manche. Elle a glissé un flacon d'alcool dans chaque poche de sa blouse et gardé le troisième en main. Pas pour boire, pas pour désinfecter. L'alcool isopropylique à 91% est inflammable. Très inflammable. Elle fabriquait des armes à partir de fournitures phaléomédicales, parce que c'était ce qu'elle savait faire, ce qu'elle avait toujours su faire. À Mazar-i-Sharif, elle avait un jour improvisé un garrot avec un lacet de botte et un stylo bile qui avait sauvé l'artère fémorale d'un homme. À Aden, elle avait transformé une lampe chirurgicale en engin explosif improvisé qui avait neutralisé une salle entière d'opérateurs de Cerbère. Rachel Dunn n'avait pas besoin d'armes à feu. Elle avait besoin d'un inventaire. 23h54. Elle est ressortie dans le couloir et a failli percuter le docteur Harmon. Il portait encore sa blouse chirurgicale. Ses yeux étaient encernés de rouge et il sentait le mauvais café de la salle de repos. Il avait l'air d'un homme dont toute la vision du monde venait d'être démontée, pièce par pièce, et qui essayait de comprendre lesquelles tenaient encore ensemble. « Dunn, il faut qu'on parle. »« Pas maintenant, docteur Harmon. Si, maintenant. Je viens de passer 30 minutes à essayer de donner un sens à ce qui s'est passé dans ce bloc, et je n'y arrive pas. Rien ne colle. Vous êtes infirmière. Vous avez fait vos études à Baltimore. J'ai consulté votre dossier. Il n'y a rien dedans sur un service militaire. Rien sur la médecine de combat. Rien qui explique ce que vous avez fait cette nuit. Mon dossier montre exactement ce qu'il est censé montrer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que mon dossier a été construit pour empêcher les gens comme vous de poser des questions comme celle-ci. Maintenant poussez-vous, docteur Harmon. J'ai du travail. Elle a essayé de le contourner. Il lui a barré le passage. Je ne bouge pas tant que vous ne m'aurez pas dit ce qui se passe. Qui était cet homme dans le couloir ? Celui avec la cicatrice. Je vous ai vu lui parler. Il avait l'air militaire. Opération spéciale. Et maintenant, vous pillez la réserve à minuit comme si vous prépariez quelque chose. Vous préparez quoi, Dunn ? Rachel l'a regardé. Elle a pesé le coup de la vérité contre le coup du temps. Le temps l'a emporté. Docteur Harmon. Dans environ 6 minutes, des hommes armés vont pénétrer dans cet hôpital. Ils entreront par la baie des ambulances ou par l'escalier est, ou les deux. Ils viennent pour le patient de la baie de Réveil 4. Et ils viennent pour moi. Ce ne sont pas des criminels, ce ne sont pas des membres de gangs, ce sont des sous-traitants militaires entraînés avec des ordres d'élimination. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ? Le visage de Harmon a traversé 4 expressions en 2 secondes. Incrédulité, confusion, peur, puis quelque chose d'inattendu. De la colère. Vous êtes en train de me dire qu'il y a une menace contre mon hôpital et vous n'avez pas jugé bon de m'en informer ? Votre hôpital ? Il y a 2 heures. Vous m'avez jeté par terre et traité comme un chien. Et maintenant, c'est votre hôpital. Quand il y a un danger, je suis le chirurgien principal de garde. S'il y a une menace sécuritaire, je dois en être informé pour protéger mes patients. Vos patients sont mes patients, docteur Harmon. Ils l'ont toujours été. La différence, c'est que cette nuit, je suis la seule personne dans ce bâtiment capable de les protéger réellement. Harmon a ouvert la bouche pour protester, et c'est à ce moment-là que les lumières se sont éteintes. Pas un scintillement, pas une baisse de tension, une coupure totale, complète. Chaque lumière de Saint-Clar s'est éteinte d'un coup. Le couloir a plongé dans l'obscurité absolue. Les seuls sons étaient les bips des moniteurs sur batterie et le grondement lointain du générateur de secours tentant de démarrer. 23h58. 2 minutes d'avance. Ils avaient 2 minutes d'avance. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? La voix de Harmon a percé l'obscurité, tendue de panique. Ils ont coupé le courant, a dit Rachel. Sa voix était de glace, calme, maîtrisée, déjà dans un autre mode. Le générateur de secours va se mettre en route dans 30 secondes. Quand il le fera, on aura de la lumière uniquement dans les zones critiques. Urgence, bloc chirurgical, réanimation. Les couloirs resteront dans le noir. Comment vous savez ça ? Parce que c'est exactement ce que j'aurais fait. Les couloirs sombres créent des corridors de mort. Ils utiliseront des lunettes de vision nocturne. Ils avanceront vite, ils connaissent moins les plans. C'est pas possible. C'est un hôpital. Ce genre de choses n'arrive ces choses n'arrivent pas dans un hôpital. Ce genre de choses arrivent partout. Donc, docteur Harmon, vous n'avez simplement jamais eu à le voir. Le générateur de secours s'est mis en marche dans un gémissement. De faibles lumières de lumière rouge d'urgence ont clignoté dans les urgences et le bloc chirurgical, baignant tout d'une lueur sanglante.
Les couloirs sont restés noirs. Rachel a saisi Harmon par le bras, sans douceur. « Écoutez-moi attentivement. Allez aux urgences. Rassemblez tous les patients capables de marcher dans la zone de soins centrale. Ceux qui ne peuvent pas marcher, laissez-les. Verrouillez les portes des urgences de l'intérieur. Utilisez les chariots d'urgence comme barricades. Ne laissez entrer personne à moins qu'on vous montre une carte militaire portant le mot Trident. C'est compris ? Trident ? C'est quoi Trident ? C'est l'équipe du commandant Faulkner. C'est notre renfort. Toute autre personne franchissant cette porte est hostile. N'engagez pas le combat. N'essayez pas de jouer au héros. Gardez simplement cette porte verrouillée et ces gens en vie. Et vous ? Où allez-vous ? Rachel a pris l'extincteur. Dans la lumière rouge d'urgence, la mâchoire serrée et les yeux incandescents, elle ne ressemblait plus du tout à la femme qui l'avait poussée au sol. Elle ressemblait à quelque chose sorti d'une zone de guerre. Elle ressemblait exactement à ce que Nate Sheridan avait décrit. « Je vais à la baie des ambulances », a-t-elle dit. « C'est par là qu'ils entreront d'abord. »« Seul, vous y allez seul. J'ai déjà été seul, docteur Harmon. C'est dans ces moments-là que je fais mon meilleur travail. » Elle a disparu dans le couloir obscur, et Harmon est resté planté là pendant 3 bonnes secondes avant que ses jambes ne se remettent en marche. Puis il a couru aux urgences et s'est mis à barricader exactement comme elle le lui avait indiqué. Minuit. Rachel progressait dans le corridor sombre comme si elle y était ponnée. Ses pas ne produisaient aucun son. Sa respiration était contrôlée. 4 temps d'inspiration, 4 temps d'expiration, la technique qu'on lui avait enseignée à la ferme avant de lui apprendre à tuer. Elle tenait l'extincteur dans la main droite et gardait le bras gauche souple, les ciseaux fixés à l'avant-bras, prêts à servir. Elle a atteint l'entrée de la baie des ambulances et s'est plaquée dos au mur. Elle a écouté. Rien pendant 5 secondes. 10, 15, puis elle l'a entendu. Un déclic léger. Métal contre métal. Le bruit d'un loquet de porte manipulé par quelqu'un qui savait ouvrir des serrures sans faire de bruit. Presque sans faire de bruit. Presque. La porte de la baie des ambulances a pivoté vers l'intérieur. Lentement, silencieusement. Une silhouette est entrée. Puis une deuxième, puis une troisième. 3 hommes en tenue tactique noire, les lunettes de vision nocturne projetant un faible halo vert. Ils avançaient en formation triangulaire, armes levées, balayant l'espace avec une précision professionnelle. Rachel a compté jusqu'à 3. Puis elle a tiré la goupille de l'extincteur et a aspergé le premier homme en pleine figure. Le nuage de poudre chimique blanche a explosé à travers sa vision nocturne, transformant ses lunettes en supernova aveuglantes. Il a hurlé et les a arrachées. Et dans cette demi-seconde de chaos, Rachel était déjà en mouvement. Elle a balancé le cylindre d'acier dans la mâchoire du deuxième homme. L'impact a été brutal. Il s'est effondré, son arme glissant bruyamment sur le sol. Le troisième a réagi vite. Il a pivoté, levé son fusil et pressé la détente. Le tir s'est passé à côté parce que Rachel s'était déjà laissée tomber au sol, glissant sur le carrelage poli comme un coureur de baseball volant la seconde. Elle s'est relevée à l'intérieur de sa garde, trop près pour que le fusil soit efficace, et a enfoncé la paume de sa main dans sa gorge. Il a suffoqué, titubé, et Rachel a arraché les ciseaux de son avant-bras pour les planter dans le point sensible derrière son genou. Il s'est écroulé en hurlant. Le premier homme avait récupéré. Il a chargé en aveugle, frappant sauvagement dans le vide. Rachel a esquivé, saisi son bras, utilisé son élan contre lui et l'a projeté tête la première dans le mur de béton. Il s'est effondré et ne s'est pas relevé. 3 hommes, 11 secondes. La baie des ambulances était de nouveau silencieuse. Rachel a ramassé l'un de leurs fusils. Elle a vérifié le chargeur. Plein. Elle a engagé une cartouche, passé l'arme en bandoulière et traîné les 3 corps derrière l'ambulance. Elle leur a ligoté les mains avec leurs propres liens tactiques, parce que les opérateurs de Cerbère emportaient toujours des liens plastiques, et Rachel se souvenait de chaque détail de leur mode opératoire. Elle a détaché la radio du gilet du chef d'équipe et l'a activée. Des grésillements, puis une voix. « Équipe Alpha, rapport. Quel était votre statut ?» Rachel a porté la radio à ses lèvres et n'a rien dit. Elle a attendu. La voix est revenue, plus urgente cette fois. Équipe Alpha, rapport, nous sommes à l'entrée Est, l'équipe Bravo est en position sur le toit. Répondez immédiatement. Entrée Est et toit, 2 équipes de plus, au moins 6 hommes supplémentaires, peut-être davantage. Elle a appuyé une dernière fois sur le bouton de la radio. L'équipe Alpha est hors service, a-t-elle dit calmement. Les 3. Vous devriez en envoyer d'autres. Le silence qui a suivi était magnifique. Elle pouvait sentir leur choc à travers les grésillements. Puis la voix est revenue, et cette fois elle était différente.
plus froide, plus maîtrisée. Quelqu'un de plus haut dans la chaîne. Rachel Dunn. Ça faisait longtemps. Le sang de Rachel s'est glacé. Elle connaissait cette voix. Elle la connaissait comme on connaît le son d'un coup de feu dans le noir. Comme on connaît la voix de quelqu'un qui a un jour ordonné la mort de gens qu'on aimait. Vincent Cade, a-t-elle murmuré. Tu te souviens ? Je suis flatté. Je t'ai tué à Aden. J'ai regardé le bâtiment s'écrouler. Tu as tué un leurre, Rachel. Un leurre qui m'a coûté très cher. Mais je comprends la confusion. Il faisait sombre et tu étais pressé. Qu'est-ce que tu veux, Vincent ? Ce qu'on m'a pris. Tu as réduit Cerbère en cendres. Tu as détruit 3 ans de travail, 40 millions de dollars d'infrastructures et 18 de mes meilleurs opérateurs. Tu m'as tout pris, Rachel. Alors maintenant, je vais tout te prendre. En commençant par le SEAL en baie de réveil 4 et ensuite toi. Il faudra d'abord me passer sur le corps. C'est exactement le plan. Équipe Bravo, exécution. Rachel a lâché la radio et s'est mise à courir. Pas vers la sortie, pas loin du danger, vers Nate, vers les gens qu'elle avait juré de protéger. Ses pieds se martelèrent dans le couloir obscur. Le fusil rebondissait contre son dos, et elle a entendu un fracas de verre quelque part au-dessus d'elle. L'équipe du toit avait percé. Elle a atteint la cage d'escalier à pleine vitesse et gravi les marches 3 par 3. 2e étage, 3e étage, elle a explosé à travers la porte du service de réveil chirurgical. Et la première chose qu'elle a vue, c'est Mira, debout au milieu du couloir, pétrifiée, tremblante, fixant 2 hommes armés qui venaient de se laisser tomber par la trappe d'accès au plafond. « Mira, à terre !» a hurlé Rachel. Mira s'est aplatie au sol. Rachel a épaulé le fusil et, en 2 rafales contrôlées, a mis les 2 hommes au tapis. Pas de tir mortel, épaules et cuisses. Précis. Dévastateur. Il ne mourrait pas, mais il ne se battrait même plus. Mira hurlait. Rachel s'est penchée et l'a remise debout en la tirant par le bras. « Tu es blessé ?»« Non, je ne suis pas blessé. »« Rachel, qu'est-ce qui se passe ? C'est qui ces gens ? Des gens de mon passé. Écoute-moi. » La chambre de Nate, quelqu'un la garde ? Non. J'ai déplacé les patients comme tu as dit, mais je ne savais pas que... Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un passerait par le plafond. C'est pas grave. Tu as bien fait. Va aux urgences. Trouve le docteur Harmon. Dis-lui que l'équipe Bravo est neutralisée au 3e étage, mais qu'il y a au moins une unité de plus en approche. Dis-lui que l'équipe de Faulkner devrait arriver d'un instant à l'autre. Tu peux faire ça ? Mira a hoché la tête, les larmes ruisselant sur son visage. Puis elle a agrippé le bras de Rachel. « Rachel, qui es-tu ? S'il te plaît, dis-moi la vérité. » Rachel a regardé son amie, sa seule amie, la seule personne dans cet hôpital qui avait jamais été gentille avec elle sans rien attendre en retour. « Je suis la même personne que j'ai toujours été, Mira. C'est juste que je n'ai pas encore fini de me cacher. » Elle a poussé Miro vers la cage d'escalier et s'est tournée vers la chambre de Nate. Le couloir était sombre, éclairé seulement par les lumières rouges d'urgence. Elle avançait vite mais prudemment, vérifiant chaque embrasure de porte. Les 2 hommes qu'elle avait neutralisés gémissaient derrière elle, immobilisés mais conscients. Elle les a ignorés. Elle a atteint la porte de Nate et l'a ouverte. Nate était éveillé, pleinement éveillé. Il avait arraché sa perfusion, décollé ses capteurs, et il était assis au bord du lit, un scalpel chirurgical dans la main droite. Sa poitrine était encore bandée, le sang suintant à travers la gaze blanche, mais ses yeux étaient âmes clairs, concentrés et absolument mortels. 3 par la baie des ambulances, a dit Rachel. 2 par le plafond. Il reste au moins une équipe et c'est Vincent Cade qui dirige l'opération. Le visage de Nate a changé. La couleur s'en est retirée comme l'eau d'un verre fêlé. Cade est vivant ? Apparemment, c'est impossible. Tu as confirmé l'élimination. J'étais à la radio quand tu as appelé. Il a utilisé un leurre. Nate, il reconstruit Cerbère depuis 3 ans. Il veut se venger. Nate s'est levé. Il a vacillé une fois, s'est rattrapé au garde-lit et s'est stabilisé. 3 balles dans le corps. Une chirurgie thoracique majeure il y a 4 heures et il se tenait debout. « Donne-moi une arme », a-t-il dit. Nate, tu tiens à peine debout. « Donne-moi une arme, R. Je n'ai pas survécu à Mazar-i Sharif, à Aden et à 3 balles cette nuit pour mourir assis dans un lit d'hôpital. Si Cade est là, il ne sortira pas vivant. » Plus cette fois. Rachel a fait passer le fusil de son épaule et l'a tendu. Nate l'a pris. Ses mains étaient instables, parce que c'est ce que font les SEAL. Ils trouvent là la stabilité quand le monde tremble. « Combien d'autres » a-t-il demandé. Cade a mentionné une 3e unité, 4 à 6 opérateurs, plus Cade en personne, et Faulkner, 8 minutes, peut-être moins maintenant. Nate a vérifié le fusil.
engager le chargeur et regarder Rachel avec des yeux chargés de 4 années d'histoires partagées, de sang partagé, de cauchemars communs que personne, en dehors de leur monde, ne pourrait jamais comprendre. « Comme au bon vieux temps », a-t-il dit. Rien de tout ça ne ressemble au bon vieux temps, Nate. Au bon vieux temps, on avait des gilets pare-balles et des plans d'extraction. Là, j'ai des ciseaux scotchés au bras et les poches pleines d'alcool à friction. Nate a presque souri. Et c'est exactement pour ça que tu es la personne la plus dangereuse de ce bâtiment. Un fracas a résonné d'en bas. L'entrée est. La troisième équipe était à l'intérieur. Rachel a regardé Nate. Nate a regardé Rachel. Et sans un mot de plus, ils ont avancé ensemble vers la porte, vers le bruit de verres brisés et de bottes sur le carrelage, vers le combat qui les poursuivait par-delà les océans et les années et des milliers de kilomètres de fuite. Rachel Dunn avait fini de fuir. 0h07. Ils descendaient pour l'escalier ensemble, Rachel devant, Nate 2 marches derrière, le fusil calé contre son épaule. Le sang traversait ses pansements, s'étalant sur la gaze blanche en une floraison cramoisie lente. Chaque marche envoyait un tremblement visible dans ses jambes, mais ses mains ne tremblaient pas, son regard ne vacillait pas. Il se déplaçait comme seul peut le faire un homme fort de 20 ans d'expérience au combat. Un corps brisé, une volonté indestructible. Rachel a levé le poing. Stop. Nate s'est figé. Elle alla plaquer l'oreille contre la porte du 2e étage et écouter. Des pas. Rapides, coordonnés, au moins 4 séries, se déplaçant en progression alternée le long du couloir est. Il nettoyait les pièces une par une, méthodique, professionnel, exactement comme Cerbère formait ses opérateurs. 4 à 7 étages, a murmuré Rachel. Il progresse d'est en ouest, direction la réanimation. La réanimation ? Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il croit que tu es. Cade ne sait pas que je t'ai transféré à l'étage pour l'opération. Ton dossier d'admission t'indique encore en réa lit 6. Donc ils vont au mauvais endroit. Pour l'instant. Quand ils ne te trouveront pas, ils ratisseront chaque étage. On a peut-être 3 minutes avant qu'ils ne comprennent. Nate s'est adossé au mur. Sa respiration était rauque. « R, il faut que je te dise quelque chose. Pas maintenant, Nate. Il le faut parce que si Cade obtient ce qu'il est venu chercher, il n'y aura pas de plus tard. » Il lui a saisi le bras. Sa poigne était plus faible que celle qu'il avait eue aux urgences quand il avait broyé le poignet de Harmon comme un étau. La perte de sang était en train de gagner. Aden, ce n'était pas seulement une question de Cerbère. La mission, celle qu'on a menée ensemble, celle qui était censée les achever. Il y avait un second objectif, quelque chose qu'on ne t'a jamais révélé. Rachel s'est tournée face à lui. De quoi tu parles ? Cade ne dirigeait pas seulement un réseau de mercenaires. Cerbère était une façade, une couverture pour quelque chose de bien plus gros. Il vendait du renseignement classifié à des gouvernements étrangers, du renseignement américain. Position des troupes, code satellite, identité d'agents sous couverture. Des gens sont morts à cause de ce que Cade a vendu. Des gens bien, les nôtres. Je sais ce que Cerbère faisait, Nate. C'est pour ça qu'on est intervenu. Tu sais ce qu'on t'a dit. Ce qu'on ne t'a pas dit, c'est que Cade avait un partenaire au sein même de notre gouvernement. Quelqu'un de haut placé. Quelqu'un qui a protégé Cerbère pendant des années et leur a transmis le renseignement qu'il revendait. Quand tu as fait tomber Cerbère, ce partenaire a tout perdu, des millions, des accès, du pouvoir. Et il a passé 3 ans à te chercher. Pas seulement pour se venger. Parce que tu es la seule personne vivante capable de relier les points. Tu es le seul témoin. Rachel l'a fixé. Qui, Nate ? Qui est ce partenaire ? Nate a ouvert la bouche et un coup de feu a explosé dans la cage d'escalier. La balle a frappé le mur à 15 cm de la tête de Rachel. De la poussière de béton a giclé sur son visage. Elle s'est plaquée au sol, entraînant Nate avec elle, et les a fait rouler tous les deux derrière la rambarde métallique. Un autre tir a retenti d'en bas. Puis un autre, quelqu'un tirait vers le haut depuis le rez-de-chaussée. « Contact !» a crié Rachel, pas pour Nate, pour elle-même, le vieil entraînement se remettant en route comme un second battement de cœur. Elle a arraché le fusil des mains de Nate, s'est penchée par-dessus la rambarde et a tiré 2 coups vers le bas de l'escalier. Un grognement, un corps heurtant le sol, puis le silence. « 1 de moins, a-t-elle dit. Mais les tirs vont attirer les autres. Il faut bouger maintenant. » Elle a remis Nate sur ses pieds. Il déclinait. Elle le voyait à la façon dont son regard ne cessait de se perdre, à la façon dont son poids basculait vers elle comme si la gravité le tirait de travers. L'opération lui avait sauvé la vie, mais son corps tournait sur les vapeurs et l'adrénaline, et les deux s'épuisaient en « Nat, reste avec moi. Reste avec moi là, maintenant. Je suis là, R, je suis là. » Elle a poussé la porte du 2e étage et l'a tiré dans le couloir.
à gauche 15 mètres jusqu'au poste infirmier. Il fallait l'amener quelque part de défendable, un endroit où elle pourrait tenir une position jusqu'à l'arrivée de Faulkner. 12 mètres, 9, 6, une porte s'est ouverte sur la droite. Rachel a pivoté, fusil levé, doigt sur la détente. Le docteur Bryce Harmon se tenait dans l'encadrement d'une chambre de patient vide, les yeux écarquillés, sa blouse chirurgicale éclaboussée de quelque chose qui pouvait être du café ou de la peur. Il a levé les mains. « Ne tirez pas, c'est moi, c'est Harmon, qu'est-ce que vous faites ici ?» « Je vous avais dit de rester aux urgences, j'étais aux urgences. J'ai barricadé comme vous avez dit, mais ensuite j'ai entendu des tirs et je suis venu vous chercher parce que j'ai pensé que vous étiez... Je pensais qu'ils avaient peut-être... » Il s'est interrompu, le regard balayant Nate, le sang, le fusil dans les mains de Rachel. « Dunn, cet homme doit être alité. Il va se vider de son sang. »« Je le sais, docteur Harmon. Aidez-moi à le porter dans cette chambre. » Harmon a réagi vite. Malgré toute son arrogance, malgré toute sa cruauté, l'homme restait chirurgien. Et quand un patient était en train de mourir devant lui, sa formation prenait le dessus sur tout le reste. Il s'est glissé sous l'autre bras de Nate et ensemble ils ont mi-porté, mi-traîné le cil dans la chambre vide. Ils l'ont allongé sur le lit et Harmon s'est immédiatement mis à examiner le site opératoire. Les sutures antérieures tiennent, mais il saigne en interne. La réparation de l'artère pulmonaire par le docteur Chang est sous contrainte. S'il ne cesse pas de bouger, le vaisseau va se rompre et il sera mort en quelques minutes. Nate, tu as entendu ? Tu restes dans ce lit. Tu ne bouges pas. Nate a saisi la main de Rachel. Ses doigts étaient bancs glacés. R. Écoute-moi. Le partenaire de Cade. Il faut que je te dise avant que... Tu ne vas pas mourir, Nate. Pas cette nuit. Pas dans cet hôpital. Rachel. Sa voix s'est brisée. Une seule fois. La seule fois où elle l'avait entendu se briser. C'est le sénateur Richard Groves. Rachel s'est pétrifiée. Complètement. Absolument immobile. Cette immobilité qui précède un tremblement de terre, qui précède l'explosion d'une bombe, qui précède le basculement du monde sur son axe. Groves, a-t-elle répété. Le président de la commission sénatoriale du renseignement. Il finance Cerbère depuis le début. Budget noir, compte hors bilan. Quand tu as détruit l'opération d'Aden, Groves a perdu tout son réseau. C'est lui qui a commandité l'attaque contre moi. C'est lui qui a mis ton nom sur cette liste. Et Rachel, il est au courant pour le dossier. Quel dossier ? Le dossier que tu as extrait du serveur de Cade à Aden. Celui que tu as confié au commandant Faulkner pour qu'il le garde en lieu sûr. Ce dossier contient tout. Relevé bancaire, communication, ordre de transfert. Il y a de quoi envoyer Groves en prison pour le restant de ses jours. C'est pour ça qu'ils sont ici, R. Pas seulement pour nous tuer, pour détruire ce dossier avant qu'il ne voie jamais la lumière du jour. 0h14. Rachel a lâché la main de Nate et s'est tournée vers Harmon. Le chirurgien les fixait tous les deux avec une expression de totale incompréhension, comme un homme entré au milieu d'un film et incapable de suivre l'intrigue. « Docteur Harmon, j'ai besoin que vous gardiez cet homme en vie. C'est votre seule mission maintenant. Quoi qu'il faille faire, quoi qu'il vous faille, vous le maintenez en vie. »« Vous pouvez faire ça ?» Harmon l'a regardé. Quelque chose s'est passé entre eux, pas du pardon, pas même de la compréhension, mais quelque chose de plus immédiat. La reconnaissance que dans cet instant, dans cette pièce, leur passif n'avait aucune importance. Seul l'homme sur le lit comptait. « Je le garderai en vie, a dit Harmon. Mais Dunn, quoi que vous vous apprêtiez à faire là-dehors, il faut que vous sachiez quelque chose. » Il a marqué une pause, déglutit difficilement. « Ce que je vous ai fait cette nuit aux urgences, vous bousculer, vous traiter comme je l'ai fait, c'était mal. Je l'ai fait avant, pas seulement à vous, à d'autres infirmières, à d'autres personnes que je pensais inférieures à moi. Et là, je vous regarde porter un fusil, sauver des vies et défendre un bâtiment rempli de gens, et je réalise que je ne me suis jamais autant trompé sur un être humain de toute ma vie. » Rachel l'a regardé un long moment. « Gardez cette pensée, docteur Harmon. Si je survis aux 10 prochaines minutes, on pourra en discuter. » Elle a vérifié le fusil. Un demi-chargeur, 14 cartouches. Elle disposait de 14 cartouches, d'une paire de ciseaux et de 2 flacons d'alcool isopropylique contre au moins 3 opérateurs de Cerbère supplémentaires et Vincent Cade en personne. Elle avait fait avec moins. Elle est sortie dans le couloir et a fermé la porte derrière elle. 0h16. Faulkner avait dit 8 minutes. C'était il y a presque 20 minutes. Soit son équipe était déjà dans le bâtiment et se frayait un chemin vers le haut, soit quelque chose avait mal tourné. Dans un cas comme dans l'autre, Rachel ne pouvait pas attendre. Elle a progressé dans le couloir vers le poste infirmier. Les lumières de rouge d'urgence projetaient pendant de longues ombres bondissantes et déformées à chacun de ses pas.
Elle a ralenti à l'intersection, vérifié les deux directions et s'est figée. Une silhouette se tenait à l'extrémité du couloir est. Immobile, simplement debout, les mains croisées dans le dos. Aucune arme visible, aucun équipement tactique. Juste un costume sombre, des chaussures cirées et un visage que Rachel avait vu pour la dernière fois à travers la lunette d'un fusil de précision dans un bâtiment en flammes en Somalie. Vincent Cade. Il était plus grand dans son souvenir, plus mince. Les années avaient entaillé son visage en angles aigus, et ses cheveux étaient argentés à présent, lissés en arrière, presque élégants. Il ressemblait à un homme d'affaires, à un diplomate, le genre d'individu qu'on croiserait à un gala en train de serrer la main de sénateur. Ce qui, réalisait-elle maintenant, était exactement ce qu'il était. « Bonsoir, Rachel, » a dit Cade. Sa voix a porté le long du couloir désert comme un murmure sous les voûtes d'une cathédrale. Calme, mesurée, presque chaleureuse. « Tu as bonne mine, vu les circonstances. » Rachel a levé le fusil. « Ne bouge pas. »« Je ne suis pas armé, Rachel, tu le vois bien. Je suis venu pour parler. La dernière fois que tu as voulu parler, 6 de mes compagnons ont fini dans des sacs mortuaires. Ça, c'était professionnel. Ce soir, c'est personnel. » Il a fait un pas en avant. « J'ai passé 3 ans à te chercher. 3 ans. Tu sais combien c'est difficile de retrouver quelqu'un qui ne veut pas être trouvé, quelqu'un formé par les meilleures agences de renseignement du monde pour disparaître ? J'ai dû épuiser 4 cabinets de renseignement privés et 11 millions de dollars avant que quelqu'un ne te repère en train de remplir une machine à café dans la salle de repos d'un hôpital de cette ville insignifiante. Une machine à café, Rachel. C'est là que j'ai retrouvé le fantôme d'Aden, en train de faire du café. Qu'est-ce que tu veux, Cade ? Le dossier. Tu sais lequel ? Donne-le-moi et je quitte cet endroit. Mes hommes quittent tant cet endroit. Ton ami le SEAL vit. Tu vis. Tout le monde dans ce bâtiment rentre chez soi retrouver sa famille. Un dossier, Rachel. C'est tout ce qu'il faut pour que tout ça s'arrête. Ce dossier est la preuve d'une trahison. Il démontre qu'un sénateur en exercice des États-Unis a vendu du renseignement classifié à des gouvernements étrangers. Des gens sont morts à cause de ce que toi et Groves avez fait. Des soldats américains. Mais soldats, tu voudrais que je te le remette pour que tu le détruises et que tu t'en sortes libre ? Je voudrais que tu me le remettes pour que tu restes en vie. La nuance n'est pas la même. Pour moi, si. Cade a souri. Ce même sourire froid et calculateur dont elle se souvenait dans les salles de briefing à Aden, où il se tenait devant des cartes et des graphiques et expliquait, avec une diction parfaite et zéro conscience, comment monétiser le sang américain. Tu sais ce que j'ai toujours admiré chez toi, Rachel ? Ton entêtement. Sur le terrain, c'est un atout. Ça te maintient en vie quand tous les autres cèdent. Mais ici, dans le monde réel, l'entêtement tue. Pas seulement toi, tous ceux autour de toi. Les infirmières, les patients, cette amie à toi, celle aux cheveux noirs, celle que tu as envoyée verrouiller l'escalier. Mira, c'est ça ? Le doigt de Rachel s'est crispé sur la détente. Si tu l'as touchée, elle va bien pour l'instant. Mais mes hommes savent où elle est et ils savent où tout le monde se trouve. J'ai des yeux dans ce bâtiment, Rachel. J'ai des oreilles. Je prépare cette opération depuis 8 mois. Et je ne suis pas venu négocier. Je suis venu t'offrir une chance, une seule. Parce que malgré tout, je respecte ce que tu es. Je respecte ce que tu as fait à Aden, même si ça m'a tout coûté. Tu es la meilleure opératrice que j'ai jamais affrontée. Et je ne dis pas ça à la légère. Épargne-moi, Vincent. La flatterie ne fonctionne pas sur les gens qui t'ont vu ordonner que des enfants soient utilisés comme boucliers humains. Le sourire de Cade s'est effacé. Pour la première fois, quelque chose de vrai a traversé son visage. Pas de la culpabilité. Les hommes comme Cade ne ressentent pas la culpabilité, mais de la reconnaissance. L'aveu que la femme debout face à lui, fusil en main, n'était pas quelqu'un que l'on pouvait charmer, menacer ou acheter. « Très bien, a-t-il dit. Alors on fait ça à la dure. » Il a levé la main droite et claqué des doigts. Le même geste que le docteur Harmon avait eu dans la salle de repos, quelques heures plus tôt, quand il avait claqué des doigts devant Rachel comme devant un chien. Le même geste méprisant et dédaigneux. Et tout comme alors, c'était un signal. Mais cette fois, Rachel était prête. Les dalles de plafond au-dessus d'elle ont explosé vers le bas. 2 opérateurs se sont laissés tomber, armes levées. Rachel était déjà en mouvement. Elle a plongé en avant, pas en arrière, comblant la distance avec le premier homme avant qu'il n'ait pu épauler son fusil. Elle a enfoncé la crosse de son arme dans son visage, senti l'os craquer, pivoter, et tiré 2 fois dans le gilet du second. Les plaques balistiques ont absorbé les balles, mais l'impact l'a projetée en arrière contre le mur.
Rachel a comblé l'écart et lui a fracassé la crosse du fusil contre la tempe. Il s'est effondré. Elle s'est retournée vers Cade, il avait disparu. Le couloir était vide. Merde, a-t-elle sifflé. Une radio a grésillé sur l'un des opérateurs à terre, la voix de Faulkner. Rachel, on est dans le bâtiment. Rez-de-chaussée sécurisé. Où êtes-vous ? Elle a attrapé la radio. Deuxième étage, couloir est. Cade est ici. Je répète, Vincent Cade est physiquement dans ce bâtiment. Il a au moins une équipe de plus. Il se dirige vers le service de réveil. On arrive. 2 minutes. Il va chercher Nate. Commandant, il est au courant pour le dossier. Reçu. On bouge. Maintenez votre position. Je ne peux pas maintenir ma position. Nate m'a tout dit. Sur Groves, sur le dossier, sur tout. Si Cade atteint Nate avant qu'on ne le sécurise, c'est fini. Un silence. Puis la voix de Faulkner, chargée de quelque chose qui ressemblait à du regret. « Rachel, il y a quelque chose que vous devez savoir sur Faulkner. Sur vous, de quoi parlez-vous ? Le dossier que Nate m'a confié il y a 3 ans. Celui du serveur d'Aden, je ne l'ai plus. » L'estomac de Rachel s'est retourné. « Quoi ? Le bureau du sénateur Groves m'a contacté il y a 6 mois. Ils savaient tant que je l'avais. Ils ont menacé ma famille, ma fille Rachel. Elle a 11 ans. Ils ont envoyé des photos d'elle sur le chemin de l'école. Ils connaissaient son itinéraire. Ils connaissaient tout le nom de son institutrice. Ils savaient tout. Commandant, dites-moi que vous ne l'avez pas fait. Je leur ai remis une copie, un leurre. Le vrai dossier est toujours en sécurité, mais Groves l'ignore. Il pense avoir détruit la seule preuve. C'est pour ça que Cade est ici cette nuit. Il nettoie les dernières traces. Toi et Nat êtes les seules personnes vivantes capables de témoigner du contenu de ce dossier. Rachel s'est adossée au mur. Son esprit tournait à plein régime. Le dossier était sauf. Faulkner avait dupé Groves. Il avait remis un faux et gardé la vraie preuve cachée. Mais Cade ne le savait pas. Cade croyait qu'il s'agissait d'une mission d'extermination. Éliminer les témoins, effacer les pistes et laisser un sénateur traître s'en tirer pour l'éternité. Ce qui signifiait que Cade ne s'arrêterait pas. Pas cette nuit. Pas jamais. Pas tant que Rachel et Nate seraient en vie. 0h22. Rachel s'est décollée du mur et s'est mise à courir. Pas vers Faulkner, pas vers la sécurité, vers Cade, vers la chambre de Nate, vers l'homme qui avait orchestré la mort de soldats américains et qui arpentait maintenant un hôpital américain avec l'intention d'ajouter 2 noms de plus à son registre. Elle a tourné au coin du couloir menant au service de réveil et s'est arrêtée net. Cade se tenait devant la porte de Nate. Il avait un pistolet à présent, un six-hour compact tiré d'un holster de cheville. Il tendait la main libre vers la poignée. « Vincent !» Il s'est retourné lentement. Le pistolet s'est levé, pointé sur sa poitrine. « Tu aurais dû accepter l'offre, Rachel. Et toi, tu aurais dû rester mort. » Cade a tiré. Rachel s'est jetée sur le côté. La balle a percé le mur à l'endroit exact où sa tête se trouvait. Elle a riposté 2 fois. Le premier tir a touché son épaule gauche, le faisant pivoter. Le second est passé à côté tandis qu'il plongeait dans la chambre de Nate. Rachel a sprinté derrière lui et défoncé la porte. Cade tenait Nat par la gorge, le pistolet plaqué contre sa tempe. Harmon était au sol dans un coin, du sang coulant d'une entaille au front, sonné mais conscient. « Lâche le fusil, Rachel, » a dit Cade. Sa voix était tendue maintenant. Le sang coulait de son épaule. Son bras gauche pendait, inutile. Mais sa main droite, celle qui tenait le pistolet contre la tête de Nat, était parfaitement stable. « Lâche-le ou je lui fais sauter la cervelle. » Rachel s'est arrêtée. Le fusil était levé. Son viseur était sur Cade. Elle pouvait le voir. Le tir était là, entre l'œil droit et l'arête du nez. Un tir mortel, instantané. Mais la tête de Nate se trouvait juste derrière celle de Cade. Et à cette distance, une balle traversante était quasi certaine. Elle pouvait tuer Cade et tuer Nate de la même balle. « R » a murmuré Nate, ses yeux étaient calmes. Prêts, les yeux d'un homme qui avait fait sa paix avec la mort depuis longtemps. « Prends le tir. Tais-toi, Nate. Prends le tir, R. Peu importe ce qui m'arrive. Le dossier existe. Faulkner, là. Laisse-moi partir et mets fin à tout ça. » J'ai dit « Tais-toi. » Sa voix s'est brisée. Pour la première fois de la nuit. Pour la première fois en 4 ans, la voix de Rachel Dunn s'est fêlée et une unique larme a roulé sur sa joue. Une seule. Elle l'a laissée couler. Cade a observé cette larme avec fascination. « Alors le fantôme saigne, finalement, a-t-il murmuré. Je me suis toujours posé la question. Laisse-le partir, Vincent. C'est terminé. L'équipe de Faulkner est arsan dans le bâtiment. Tu n'as nulle part où aller. Même si tu le tues, même si tu me tues, ce dossier refait surface. Le sénateur Groves tombera. Tu tomberas. Tout ce que tu as construit redeviendra cendre encore une fois.
alors je m'offrirai au moins la satisfaction de te voir perdre la seule personne à laquelle tu aies jamais tenu. Cade a enfoncé le pistolet plus fort contre la tempe de Nate. C'est ça, le problème avec les gens comme nous. Rachel, on n'a pas droit au bonheur. On n'a pas droit à l'amour. On n'a pas droit à la normalité. On a des missions. On a du sang. Et on choisit qui saigne. Tu te trompes, a dit Rachel. Elle a abaissé le fusil lentement, délibérément. Elle l'a posé au sol et a fait un pas en avant, les mains ouvertes. Tu te trompes sur toute la ligne, Vincent. Je n'ai pas survécu grâce aux missions. Je n'ai pas survécu grâce à l'entraînement, aux armes ou aux ordres. J'ai survécu grâce aux gens. Grâce à Nate, grâce à chaque infirmière, chaque médecin et chaque ambulancier de ce bâtiment qui se présente chaque jour et se bat pour des inconnus. Tu crois que le pouvoir vient d'une arme. Tu crois qu'il vient de l'argent, des sénateurs, de la peur. Mais tu te tiens dans un hôpital en ce moment, entouré de gens qui sauvent des vies pour gagner la leur. Et tu n'arrives même pas à comprendre ce que ça signifie. Elle a fait un autre pas. Le doigt de Cade s'est crispé sur la détente. Reste où tu es, Rachel. Non. Un pas de plus. Elle était à 1,50 m maintenant. Assez près pour voir la sueur sur le front de Cade, le tremblement de sa mâchoire, le doute s'infiltrant dans ses yeux, comme l'eau dans une fissure. Je ne vais pas me battre contre toi, Vincent. Je ne vais pas te tirer dessus. Je vais marcher jusqu'à toi et retirer cette arme de ta main. Et tu vas me laisser faire parce qu'au fond de toi, sous tout l'argent, le pouvoir et les cadavres, tu sais que c'est fini. Tu sais que tu as perdu dès l'instant où tu as franchi les portes de cet hôpital, parce que c'est chez moi ici. Ce sont mes gens, et tu n'as pas le droit de les toucher. Elle a fait le dernier pas, assez près pour sentir le souffle de Cade, assez près pour voir son propre reflet dans ses yeux. Elle a tendu la main, refermé ses doigts autour du canon du Sigesauer et tiré. Pendant une seconde qui a duré l'éternité, Cade a résisté. Son doigt tremblait sur la détente. Ses yeux étaient verrouillés sur les siens. Et dedans, elle a vu quelque chose qu'elle n'attendait pas. De l'épuisement. La même lassitude profonde, écrasante qu'elle portait en elle. La fatigue d'une personne en guerre depuis si longtemps qu'elle avait oublié ce que signifiait la paix. Puis sa poigne s'est relâchée. Rachel a pris l'arme, elle a reculé d'un pas, elle a éjecté le chargeur, vidé la chambre et laissé tomber le pistolet au sol. La porte derrière elle a explosé. Le commandant Faulkner et 4 opérateurs ont déferlé dans la pièce, armes braquées sur Cade. Il était au sol et ligoté en quelques secondes. Cade n'a pas résisté, il gisait sur le carrelage froid, le visage plaqué au sol, saignant de l'épaule, le regard fixé sur le néant. Rachel s'est tournée vers Nate. Il était encore sur le lit, la respiration laborieuse, les larmes ruisselant silencieusement sur son visage. « Espèce de folle, a-t-il murmuré. Tu as marché droit vers un flingue chargé. »« Ce ne serait pas la première fois, a-t-elle répondu. Maintenant, arrête de parler et laisse-moi vérifier tes sutures. » Elle s'est tournée vers Harmon. Le chirurgien se relevait du sol, pressant un tampon de gaz sur son front ensanglanté, les mains tremblantes. « Docteur Harmon, êtes-vous opérationnel ?» Harmon l'a regardé. Du sang coulait le long de son visage. Ses yeux étaient écarquillés, en état de choc, complètement réécrit. « Ouais, a-t-il dit à voix basse. Je suis opérationnel. Bien. La réparation pulmonaire de Nate doit être vérifiée. Sa tension artérielle chute à nouveau. J'ai besoin que vous fassiez ce que vous faites de mieux, docteur Harmon. J'ai besoin que vous soyez chirurgien. » Harmon s'est levé. Il a ajusté sa blouse, il a pris une inspiration, puis il s'est dirigé vers le chevet de Nate avec des mains qui ont cessé de trembler à l'instant où elles ont touché un patient. « Je m'en occupe, a dit Harmon. Allez faire ce que vous avez à faire. » Rachel a hoché la tête. Elle est bien passée devant Faulkner, devant les opérateurs qui sécurisaient Van Cade, devant le chaos, le sang et les conséquences. Elle est sortie dans le couloir et, pendant 3 secondes, elle a fermé les yeux et laissé le silence se poser autour d'elle comme de la neige. Puis elle les a rouverts, parce que quelque part dans cet hôpital, Mira avait peur et des patients avaient des besoins de soins, et la nuit était loin d'être terminée. Rachel Dunn a ajusté sa blouse et s'est remise au travail. 2h13 du matin. Le courant est revenu. D'un coup, comme l'aube qui perce après la plus longue nuit de votre vie. Les néons ont bourdonné, vacillé, puis inondé chaque couloir de Saint-Clar d'une lumière blanche et crue. Après des heures de lueur rouge d'urgence et d'obscurité totale, la clarté était presque violente. Les infirmières se protégeaient encore les yeux. Les patients gémissaient un temps. Et l'hôpital, qui retenait son souffle depuis minuit, a enfin expiré. Rachel a trouvé Mira dans le placard de la réserve des urgences. Assise par terre entre les étagères de compresses et de poches de sérum physiologique.
les genoux remontés contre la poitrine, le visage enfoui dans ses bras. Elle tremblait, mais ne pleurait pas. Les larmes s'étaient taries quelque part autour de la seconde salve de tir. Rachel s'est agenouillée à côté d'elle. « Hé, c'est terminé !» Mira a levé les yeux. Son mascara avait coulé sur les 2 joues. Ses yeux étaient gonflés. Elle fixait Rachel comme on fixe une inconnue portant le visage de sa meilleure amie. « C'est vrai ?» a murmuré Mira. « C'est vraiment fini ?» Cade est en détention. Ses hommes sont neutralisés. Faulkner a sécurisé le bâtiment. C'est terminé. Rachel, je t'ai vu tirer sur 2 hommes à travers un plafond. Je t'ai vu traverser le couloir avec un fusil comme si c'était un stéthoscope. J'ai déjeuné avec toi tous les jours pendant 3 ans, et tu ne m'as jamais, pas une seule fois, rien dit. Je ne pouvais pas, Mira. Tu ne pouvais pas ou tu ne voulais pas. Les 2. Rachel s'est assise à côté d'elle sur le sol froid, épaule contre épaule, comme elle l'avait fait 1000 fois dans ce même hôpital, à manger des sandwichs insipides de la cafétéria et à se plaindre des heures supplémentaires. La personne que j'étais avant Sinclair, elle a fait des choses que je ne peux pas défaire. Elle est allée dans des endroits qui ne figurent sur aucune carte. Elle a tué des gens malfaisants, mais des gens quand même. Et quand c'était fini, quand j'ai enfin pu sortir, je ne voulais plus être elle. Je voulais être quelqu'un qui guérit au lieu de détruire. Je voulais être ton ami nul en bavardage, qui fait brûler le pop-corn au micro-ondes et qui oublie d'arroser la plante du poste infirmier. La plante, tu l'as tuée exprès. Je l'ai toujours soupçonnée. Rachel a presque ri. Presque. Je l'ai tuée parce que je l'ai trop arrosée. Il s'avère que je suis meilleur pour garder les gens en vie que les plantes. Mira est restée silencieuse un long moment. Puis elle a tendu la main et pris celle de Rachel. Elle l'a tenue comme on tient quelque chose de précieux qu'on a peur de voir disparaître. « Est-ce que tu es encore Rachel ?» a-t-elle demandé. « Sous tout ça, sous ce que tu étais avant, est-ce que tu es encore la personne que je connais ?»« Je suis exactement la personne que tu connais, Mira. Je suis juste aussi quelqu'un d'autre. Et je suis désolé de ne pas avoir pu te le dire. Je suis désolé que tu l'aies découvert comme ça. » Mira a serré sa main. « Ne t'avise pas de t'excuser auprès de moi. Tu as sauvé chaque personne dans ce bâtiment cette nuit. Tu as sauvé Nate. Tu as probablement sauvé Harmon aussi, même s'il ne le mérite pas. » Elle a marqué une pause. Après, honnêtement, si tu avais laissé Kate descendre Harmon, je ne t'aurais pas jugé. Cette fois, Rachel a ri. Court, brut, vrai. Le genre de rire qui ne vient qu'après avoir survécu à quelque chose qui aurait dû vous tuer. « Allez, viens », a dit Rachel en remettant Mira debout. « Il y a des patients dehors qui ont besoin de nous et je crois que le docteur Alcott est probablement en train de faire une crise de panique, quelque part. » Elles sont sorties du placard et ont gagné les urgences. Et à l'instant où elles sont apparues, quelque chose s'est produit que Rachel n'avait pas anticipé. La salle s'est tue. Chaque infirmière, chaque technicien, chaque résident, chaque interne et chaque ambulancier qui avait travaillé pendant le confinement a cessé ce qu'il faisait et s'est tourné face à elle. Mira a senti Rachel se raidir. « Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. » Puis quelqu'un a applaudi. Une seule personne. Un applaudissement lent, délibéré, venu du fond de la salle. C'était le veilleur de nuit, un homme de 70 ans prénommé Earl, présent à Sinclair depuis plus longtemps que quiconque, ne disant jamais grand-chose mais ne manquant rien. Earl a applaudi, puis l'infirmière à côté de lui a applaudi, puis l'ambulancier près de la porte. Et en 5 secondes, l'intégralité du service des urgences applaudissait. Rachel était restée là. Elle ne savait pas quoi en faire. On l'avait formée à opérer dans le silence, à accomplir des missions qui ne seraient jamais reconnues, à faire les choses les plus dures qu'un être humain puisse faire, puis à disparaître sans un mot. Personne ne l'avait jamais applaudi. Personne ne lui avait même jamais dit merci. Elle a senti sa gorge se serrer. Ses yeux ont brûlé. Elle a ravalé tout ça fermement et hoché la tête une seule fois. Juste une fois. Puis elle a traversé les applaudissements, dépassé le poste infirmier, dépassé les baies de soins et s'est remise au travail. Parce que c'est qui elle était. Pas les applaudissements, pas la reconnaissance. Le travail. 3h05 du matin. Nate était stable, le docteur Harmon avait réparé l'hémorragie secondaire, renforcé les sutures artérielles et ramené la tension artérielle du cil à quelque chose qui ressemblait à la survie. Nate était enfin sous sédation, son corps s'abandonnant au sommeil qu'il combattait depuis des heures. Harmon se tenait à son chevet, vérifiant les drains, ajustant les réglages du respirateur, accomplissant le travail silencieux et méticuleux d'un chirurgien qui était, quand on notait l'ego et la cruauté, réellement très doué pour sauver des vies. Rachel est entrée. Harmon a levé les yeux. Pendant un moment, aucun des deux n'a parlé.
Le silence entre eux était lourd de tout ce qui s'était passé. La bousculade, l'insulte, l'opération, le siège, la confession. Une relation entière réécrite en une seule nuit. « Il va s'en sortir », a dit Harmon. « La réparation tient. S'il reste immobile pendant les prochaines 48 heures et ne tente plus d'héroïsme, il a de bonnes chances. Merci, docteur Harmon. » Il a tressailli à ce remerciement comme si ça lui faisait mal, comme s'il savait qu'il ne le méritait pas. « Dunn, j'ai besoin de vous dire quelque chose, et j'ai besoin que vous me laissiez finir avant de répondre. » Rachel a croisé les bras. « Allez-y. » Harmon a posé son dossier. Il a retiré ses gants. Il s'est tourné face à elle. Et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il n'y avait plus de masque, plus d'arrogance, plus d'armure. Juste un homme debout dans les décombres de ses propres défaillances. Je suis chirurgien depuis 22 ans. J'ai sauvé beaucoup de vies. On m'a célébré, récompensé, recruté par les meilleurs hôpitaux du pays. Et quelque part en chemin, j'ai décidé qu'être excellent dans un domaine me donnait le droit d'être exécrable dans tous les autres. J'ai décidé que sauver des vies sur la table m'autorisait à les détruire partout ailleurs. J'ai traité les infirmières comme des domestiques, les résidents comme des sacs de frappe, et vous comme si vous n'étiez rien. Il a fait une pause, sa voix a vacillé et il a pincé les lèvres jusqu'à reprendre le contrôle. Cette nuit, j'ai regardé une femme que j'avais qualifiée de bonne à rien prendre le commandement d'un bloc opératoire avec plus de talent que je n'en ai jamais montré. Je l'ai regardée défendre un bâtiment rempli d'inconnus avec rien d'autre que des fournitures médicales et une volonté pure. Je l'ai regardé marcher droit vers un flingue chargé pour sauver la vie d'un homme. Et ensuite, je l'ai regardé revenir et me demander à moi, l'homme qui l'avait mis au sol, de faire mon travail. Vous n'avez pas crié. Vous ne m'avez pas humilié. Vous ne vous êtes pas vengé alors que vous en aviez tous les droits. Vous m'avez simplement demandé d'être chirurgien. Il l'a regardé et ses yeux étaient rouges. Je n'attends pas le pardon, Dunn. Je ne le mérite pas. Mais je veux que vous sachiez que je vous vois maintenant. Je vois qui vous êtes et j'ai honte de ce que j'ai été. Rachel est restée là un long moment. Elle a laissé ses paroles se poser. Elle ne s'est pas précipitée pour le réconforter, n'a pas offert d'absolution facile. Elle l'a laissé porter le poids de ses mots parce que certaines douleurs doivent être ressenties avant de pouvoir être guéries. « Docteur Harmon, a-t-elle dit enfin. J'ai encaissé pire que vous. On m'a tiré dessus, poignardé, fait sauter et laissé pour morte dans des endroits dont vous ne sauriez prononcer le nom. Ce que vous m'avez fait, cette nuit aux urgences, m'a blessé, mais ne m'a pas brisé. Rien ne m'a jamais brisé. Alors quand je dis ce qui suit, je veux que vous compreniez que ça vient d'un lieu de force, pas de faiblesse. » Elle a fait un pas vers lui. « J'accepte vos excuses. Non pas parce que vous les méritez, mais parce que porter de la rancune est une mission en soi. Et j'ai fini de courir. J'ai porté assez de poids pour une vie entière. Alors je pose ce fardeau ici, maintenant. Mais vous devez comprendre une chose. Mon pardon n'efface pas ce que vous avez fait. Il ne répare pas les infirmières que vous avez chassées de cette profession. Il ne défait pas les résidents que vous avez détruits. Si vous voulez changer, alors changez. Pas seulement cette nuit, chaque jour, chaque garde, chaque fois que vous ouvrez la bouche pour parler à quelqu'un que vous estimez inférieur. C'est là que le vrai travail se trouve, docteur Harmon. Pas dans des excuses, mais dans le changement. » Harmon a hoché lentement la tête, du genre de hochement d'un homme en train d'absorber quelque chose qui va réorganiser le reste de sa vie. « Je comprends, a-t-il dit à voix basse. « Bien. Maintenant, allez voir les patients aux urgences. Le docteur Alcott gère ce service seul depuis 3 heures, et il a l'air au bord de l'évanouissement. » Harmon a presque souri. Il a ramassé son dossier, enfilé une paire de gants neufs et quitté la chambre. À la porte, il s'est arrêté. « Dunn. »« Oui. Pour ce que ça vaut, Sheridan avait raison. Vous êtes la personne la plus remarquable que j'ai jamais rencontrée. » Il est sorti avant qu'elle puisse répondre. 5h30 du matin. Le FBI est arrivé à Saint-Clair dans un convoi de SUV noirs, occupant toute la baie des ambulances. Des agents ont investi le bâtiment, interrogeant le personnel, préservant les indices, documentant les séquelles d'un assaut militaire intérieur contre un hôpital civil. Le commandant Faulkner les a accueillis à l'entrée et a passé 45 minutes en salle de conférence fermée avec l'agent responsable pendant que Rachel attendait dehors sur une chaise en plastique en buvant le pire café de sa vie. À 6h15, Faulkner est ressorti. Il s'est assis à côté d'elle. Il faisait ses 50 ans jusqu'au dernier. « C'est bouclé, a-t-il dit. Kate parle, il leur donne tout. Groves, les réseaux de financement, la vente de renseignements, tout. Il regarde une perpétuité en face et il le sait. Alors il négocie des noms contre une cellule avec une fenêtre. Et Groves, des agents sont en route vers son bureau à Washington en ce moment même.
Le dossier, le vrai, je l'ai remis en main propre au directeur du FBI. D'ici cet après-midi, Richard Groves sera le traître le plus célèbre depuis Benedict Arnold. Rachel a pris une gorgée de son café. Il était l'eau froid. Elle l'a bu quand même. « Et pour moi, qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé. « Ça dépend de ce que tu veux, Rachel. Tu es un témoin clé. Tu devras témoigner. Les auditions sénatoriales seules prendront des mois. Tu seras sous les projecteurs, que tu le veuilles ou non. Ton identité, ton parcours militaire, tout ce que tu as enfoui, tout va ressortir. Je sais. L'agence veut te proposer un poste. Réintégration complète, ta propre équipe, tout ce que tu voudras. » Rachel a secoué la tête. « Non. Je me doutais que tu dirais ça, mais il fallait que je pose la question. Je suis infirmière, commandant. Je sais que ça semble dément compte tenu de tout ce qui s'est passé cette nuit, mais c'est ici que je dois être. Cet hôpital, ces patients, ce travail. Je n'ai pas quitté le terrain parce que je n'en étais plus capable. Je suis parti parce que j'ai trouvé quelque chose de mieux. Quelque chose qui comble le même vide, sans laisser de cadavre. Faulkner l'a regardé et ses yeux se sont adoucis. Tu as été la meilleure opératrice que j'ai jamais eue, Rachel, sans exception. Meilleure que Nate, meilleure que quiconque. Et je te le dis maintenant, en tant qu'ancien commandant et en tant qu'ami, cet hôpital a de la chance de t'avoir. Le monde ne sait pas ce que tu sacrifies pour lui, mais moi je le sais. Il a plongé la main dans sa veste et en a sorti un petit écrin de velours. Il l'a déposé dans sa paume. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Rachel. « Ouvre. » Elle l'a ouvert. À l'intérieur, une étoile d'argent épinglée sur un ruban noir. Le genre de médaille qui n'est pas accompagnée d'une cérémonie, qui n'apparaît jamais dans un journal, qui dort dans un tiroir parce que les missions qu'elle représente sont classifiées et que la personne qui l'a méritée ne sera jamais publiquement reconnue. Le secrétaire à la Défense a signé l'ordre lui-même, a dit Faulkner, pour bravoure exceptionnelle dans la défense de vies américaines, au-delà de l'appel du devoir, lors de l'opération d'Aden et des engagements subséquents. Tu l'as mérité il y a 3 ans, Rachel. Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à te la remettre. Rachel a tenu la médaille au creux de sa main. Elle était plus légère qu'elle ne l'imaginait. Un si petit objet pour un coup si énorme. Merci, commandant. Il s'est levé, a ajusté sa veste et lui a tendu la main. Elle l'a serrée. Sa poigne à lui était ferme, la sienne l'était davantage. Prenez soin de vous, Rachel Dunn. Prenez soin de ce dossier. Commandant Faulkner. Il est sorti de Saint-Clar dans l'aube grise, et Rachel était restée assise, une étoile d'argent dans une main et une tasse de café froid dans l'autre. 7 heures du matin. Changement d'équipe. Les infirmières de jour sont arrivées dans un hôpital qui ressemblait à une zone de guerre et ont trouvé une équipe de nuit qui avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 12 heures. Personne ne savait trop quoi dire. Le couloir avait encore des impacts de balles dans les murs. Les portes de la baie des ambulances étaient en miettes, et il y avait des rumeurs, folles, impossibles, selon lesquelles l'infirmière discrète du service de traumatologie avait repoussé à elle seule une armée de mercenaires avec un extincteur et une paire de ciseaux. Rachel se tenait au poste infirmier en train de terminer ses dossiers quand elle a entendu la seule voix à laquelle elle ne s'était pas préparée. Rachel. Nate se tenait dans l'encadrement de la porte de sa chambre de réveil, pieds nus, la tige de la perfusion dans une main, la blouse d'hôpital pendant sur ses larges épaules comme une voile sur un mât cassé. Il était pâle, instable et violait de toute évidence chaque consigne post-opératoire, jamais écrite. « Nate Sheridan, retourne dans ce lit immédiatement. J'y retourne dans 1 minute. Il fallait juste que je te voie debout, que je te voie dans la lumière. » Elle a marché vers lui, vite, prête à le rattraper s'il tombait. Il n'est pas tombé. Il s'est adossé au chambranle et l'a regardé avec ces yeux-là, ces yeux de champ de bataille, à présent adoucis par quelque chose que la guerre n'avait jamais réussi à tuer. Tu as réussi, Aircad est fini, Groves est fini. Le dossier est dehors, c'est terminé. Ce n'est pas terminé, Nate. Les auditions n'ont pas commencé. Les témoignages n'ont pas été donnés. Il y a un long chemin devant nous. Je sais, mais le plus dur est fait. La partie où on se bat. Il a tendu la main et effleuré son visage, à peine, le bout de ses doigts, contre sa joue. Tu sais, quand je t'ai vu dans ces urgences, quand j'ai ouvert les yeux et que j'ai vu ton visage, j'ai cru que j'étais mort. J'ai cru que j'avais fini par me vider de mon sang, et que Dieu me montrait la seule personne que je voulais voir avant que la lumière ne s'éteigne. Tu n'es pas mort, Nate. Tu es juste mélodramatique. Il a ri. Le rire s'est transformé en quinte de toux. Elle a attrapé son bras pour le soutenir. « Retourne au lit », a-t-elle dit.
Seulement si tu me promets quelque chose. » »« Quoi ? » ?»« Ne disparais plus. Quand tout sera fini, quand les auditions seront terminées et que le monde sera passé à autre chose, ne t'évanouis pas dans la nature. Ne change pas de nom, ne pars pas dans une autre ville pour tout recommencer sous une autre identité. Reste. Sois Rachel Dunn. Sois l'infirmière qui fait un café épouvantable et qui tue les plantes du bureau et qui terrifie les chirurgiens arrogants. Sois réelle pour une fois dans ta vie. Sois juste réelle. Rachel l'a regardé, cet homme qui s'était battu à ses côtés dans les pires endroits de la terre. L'homme qui avait pris 3 balles et utilisé son dernier souffle conscient pour défendre son honneur devant une salle pleine d'inconnus. L'homme qui connaissait chaque recoin sombre de son passé et ne l'avait jamais regardé autrement qu'avec respect. « Je ne vais nulle part, Nate. Maintenant, retourne dans ce maudit lit avant que je te sédative moi-même. » Il a souri. Un vrai sourire. Le premier vrai sourire qu'elle avait vu sur son visage depuis Mazar-i-Sharif. Puis, il l'a laissé le guider jusqu'à son lit. Il a fermé les yeux et il s'est endormi. 7h30 du matin. Rachel s'est dirigée vers la salle de repos, celle avec la table bancale et la machine à café qui servait le même breuvage infect depuis 1997. Elle s'est assise dans son fauteuil habituel, celui du coin, celui que personne d'autre ne choisissait jamais. Mira est entrée 2 minutes plus tard avec 2 vrais cafés du bar d'en face. Je me suis dit qu'après la nuit que tu as passée, le café de l'hôpital n'allait pas suffire. Tu as bien deviné. Elles se sont assises ensemble, buvant enfin du bon café. Sans dire grand-chose, elles n'en avaient pas besoin. 3 ans d'amitié avaient rebâti un langage qui se passait de mots. Un regard, un hochement de tête. Un silence partagé qui disait plus que n'importe quelle conversation. « Alors, » a fini par dire Mira, « tu vas me raconter Aden ? Un jour ? Et Mazar-i-Sharif ? Peut-être. Et la partie où tu as apparemment tué un chef d'équipe à main connue ? » Rachel a pris une longue gorgée de son café. Il va falloir quelque chose de plus fort qu'un latte pour ça. La porte de la salle de repos s'est ouverte. Le docteur Alcott est entré, a vu Rachel et s'est arrêté. Il l'a regardée un instant, puis s'est approché et lui a tendu la main. « Je vous dois des excuses, infirmière Dunn. Pas pour cette nuit. Pour tout à l'heure. Quand Harmon vous a mis les mains dessus, j'étais juste là. J'ai tout vu et je n'ai rien fait. C'est ma faute et j'en suis désolé. » Rachel lui a serré la main. « Merci, docteur Alcott. Ça compte plus que vous ne le croyez. » Il a hoché la tête et est ressorti. Et ainsi la première fissure est apparue dans le mur de silence qui protégeait des hommes comme Harmon depuis des décennies. Une excuse, une prise de conscience, une personne disant enfin ce que tout le monde avait eu trop peur de dire. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. 8h du matin. Le soleil du matin a percé les fenêtres de l'hôpital Saint-Clair et Rachel Dunn est sortie de la salle de repos pour entrer dans la lumière. Elle est passée devant le poste infirmier où ses dossiers étaient empilés bien proprement. Elle est passée devant les urgences où les impacts de balles dans les murs seraient d'un rebouché avant la fin de la semaine. Elle est passée devant la chambre où Nate Sheridan dormait paisiblement pour la première fois depuis des années. Elle prend à passer devant le couloir où elle avait fait face à Vincent Cade et refusé d'avoir peur. Elle s'est arrêtée devant le placard à fournitures, a enfilé une paire de gants neufs et a pris le dossier de sa prochaine patiente. Chambre 3. Une femme âgée, fracture de la hanche, qui avait besoin d'antidouleur, de réconfort et de quelqu'un pour lui tenir la main pendant que le médecin expliquerait l'opération. Rachel a poussé la porte et sourit. « Bonjour, Madame Calloway. Je m'appelle Rachel et je serai votre infirmière aujourd'hui. Comment vous sentez-vous » La vieille dame a levé les yeux vers elle, confuse, effrayée, souffrante, comme chaque patient qui se retrouve allongé dans un lit d'hôpital en se demandant si tout ira bien. « J'ai peur, a dit Madame Calloway. Rachel a approché une chaise, s'est assise à côté d'elle et a pris sa main. La même main qui avait tenu un fusil 4 heures plus tôt. La même main qui avait désarmé un tueur. La même main qui avait maintenu Nat en un seul morceau dans des blocs opératoires et sur des champs de bataille à travers 3 continents. « N'ayez pas peur, a dit Rachel avec douceur. Je suis là et je ne vais nulle part. » Dehors, la ville s'éveillait. La circulation bourdonnait. Les gens couraient au travail, le monde continuait de tourner sans savoir ce qui s'était passé dans la nuit. Sans savoir qu'une infirmière silencieuse, dans un hôpital quelconque, s'était dressée entre les ténèbres et la lumière et avait refusé de céder un pouce de terrain. Parce que c'est la nature de la vraie force. Elle ne s'annonce pas. Elle ne réclame pas de reconnaissance, elle ne pousse personne, n'aboie pas d'ordre, ne claque pas des doigts, elle se présente, elle reste, et quand tout s'effondre, c'est elle qui tient le monde entier debout, avec des mains calmes et une voix tranquille. Rachel Dunn n'a jamais été invisible.
Le monde ne regardait simplement pas. Maintenant, il regardait.